Bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 7 octobre 2024. Nous sommes au lendemain de Nice PSG qui a vu un formidable match nul entre les deux équipes. Nous allons donc longuement revenir dessus comme toutes les semaines. On verra ensuite ce qu'on fait, mais normalement on fera que ce match-là, à moins que ça dérive. On verra. Ça arrive de temps en temps. On est trois ce soir seulement, puisque plein de gens ne pouvaient pas. On me dit c'est la crise. Bah, c'est aussi la crise du podcast, on est que trois. Voilà. Mais bon, on est là, et c'est le principal. On est très content de vous retrouver. On dit bonjour à Mathieu, mais bonsoir Wheeler, bonsoir Mathieu. Salut à tous. Voilà, Mathieu de retour. Bon, ça faisait qu'une semaine que tu n'avais pas été là, donc t'es pas parti Ouais. bien loin. Et bonsoir à Blaise. Bonsoir Philo, bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Eh ben, on dit cela. Bonsoir à tous, Lucie Enrique d'émission. Bon, alors là, quoique, vu l'orgueil du personnage, il en serait peut-être capable, mais je crois pas que ce soit du genre à partir en cours de route. Je crois qu'il a jamais démissionné d'ailleurs. Il a été viré comme tout Il a été entraîneur. viré. Voilà. Il a été viré avant la fin de la saison à la Roma, il me semble. Ouais. La Roma, il Il a pas avait fini raté la saison. les derniers matchs de la saison. Ouais. Bon. En tout cas, il est sous contrat jusqu'au 30 juin prochain à cet instant, donc il est toujours avec nous et on est toujours avec lui. On me dit attends 10 minutes qu'on écoute la vidéo de Molida qui explique le délire équipe de France. Eh ben écoutez, vous avez 15 jours de trêve pour parler de l'équipe de France. Nous, on va pas attendre que l'équipe de France soit dans nos pattes, donc vous regarderez la vidéo demain. On va donc attaquer tout de suite sur ce Nice PSG, un partout score final pour ceux qui n'ont pas suivi, mais pour une fois Dazen était gratuit, offert, tout ça. Bon, on va voir si vous avez bien suivi. Ouverture du score de Abdi à la 39e. Je sais pas s'ils l'ont donné à Abdi ou s'ils l'ont donné à Nuno Mendes contre son camp. En théorie, ça doit être Abdi puisque la frappe avait l'air cadrée. Et égalisation donc de Nuno Mendes ou de Bitombo. On verra qui le donne finalement. Mais je pense qu'ils vont le donner. Bon, Mito, pardon, à Nuno sur une passe décisive de Ousmane Dembélé à la 52e. On me dit sur la live, je trouve les gens bien dans le catastrophisme, pardon. C'est pas comme si on avait eu des derniers coachs incroyables. Oui, bon après vous savez, un coach, la première année tout va bien, la deuxième il est un peu critiqué, et la troisième c'est forcément de sa faute, c'est le drame. C'est dur les coachs qui sont appréciés dans la durée, etc., etc. Et non, on va pas inviter Monsieur Brizard pour un podcast de trêve international. Quoique, ça serait peut-être intéressant. Mais je pense que les arbitres n'ont pas le droit de venir s'exprimer comme ça à bâton rompu avec des gens non triés sans que la Fédé relise tout, etc., etc. Donc, pour revenir sur ce Nice PSG, bah, je m'attendais à ce que ça soit Nice qui soit un peu dans le dur en première mi-temps avec les restes de l'Europa League. Mais finalement, ils ont changé les joueurs qu'il fallait, à savoir les joueurs de devant. Ils étaient très en forme. Ils ont fait une bonne première mi-temps, une très bonne première mi-temps, un plan de jeu dont on sait qu'il va gêner le PSG, très bas sur le terrain donc, et dès qu'ils peuvent attaquer, ils vont vite, vite, vite pendant que le PSG est dans sa forme de défense à 3 pour se retrouver à gérer des 3 contre 3 avec un coup un peu tactique de Franck Hez intéressant en mettant Guessant sur le côté et Chaud dans l'axe plutôt que le contraire qui était attendu. Tanguy Ndombele et ses grosses fesses qui nous fait mal, bah évidemment, Tanguy Ndombele, vous lui laissez 70 mètres devant lui, avec la puissance qu'il a, ça devient un joueur dangereux. Bon, il s'avère qu'il n'y a pas que ce genre de match en Ligue 1. Mais en tout cas, première mi-temps assez compliqué, surtout le premier quart d'heure, j'ai envie de dire. Vraiment le premier quart d'heure très très compliqué. Autour de la 25e, le PSG commence à reprendre la main sur le match avec notamment la récupération Colomoni Dembélé par Kola qui bute sur le dernier défenseur. Je crois que c'est Bombito qui était revenu. Non, c'était Youssouf. Et le PSG est pas si mal dans le match à la 30e. Il y a un peu un événement qui, à mon semble, est vraiment particulier, c'est l'arrêt de jeu avec l'énorme faute de Dante sur Hakimi, où les esprits s'échauffent. Il a dit, donc il y a les 2 cartons jaunes absolument lunaires de Jérôme Brissard. Mais le PSG, à ce moment-là, sort du match en fait un peu. Alors que Nice, ça les a remis dans le match. Et bam, dans la foulée, contre, corner, dévié, donc ça c'est pas très grave.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'on se retrouve mené à la mi-temps. On finit très très mal la mi-temps d'ailleurs, si je me trompe pas. Hein. On fait n'importe quoi sur les 2 dernières actions. Mais paradoxalement, le meilleur moment de Nice, c'est probablement première à la 15e minute. Ils marquent pas. Ils ont une occasion vraiment franche. Ensuite, on fait un bon quart d'heure, 20 minutes. Enfin, bon, on est globalement pas inférieur à eux sur les 20 minutes qui suivent. Il y a cette déconnexion mentale du carton non donné à Dante et tout ça. On prend un but. Bon, on me dit un but encaissé sur corner. Un second ballon comme ça, j'ai du mal à mettre en cause l'organisation défensive, honnêtement. Autant il y a eu des fois des corners où on était vraiment à la rue, autant là, bon. Et la deuxième mi-temps, on revient. Bah, c'est nous qui commençons très 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 bien la rencontre, la mi-temps. On égalise, on a beaucoup d'occasions, on a le poteau et à un moment, il y a un arrêt de jeu avec, je sais plus lequel niçois se fait soigner. Et pareil, on s'arrête de jouer. Nice revient dans le match, respire, retrouve du calme, tout ça, tout ça. Et ensuite, on est de nouveau sur une rencontre équilibrée jusqu'aux 5 dernières minutes, même 5-10 dernières minutes. Hein. Le temps avec les arrêts de jeu, où on pousse, mais on n'a pas tant que ça d'occasion. Mais au final, tu fais 1-1, tu as eu un premier quart d'heure vraiment très difficile, un but qui sort un peu de nulle part au moment d'un temps fort en ta faveur, et tu as largement les occasions pour gagner, parce que entre le poteau, tout ça, tu fais pas. Enfin, j'ai vu des matchs du PSG bien plus faibles que ce qu'on a vu là. Je pense par exemple le match à Reims était moins bon dans le contenu, même si le temps fort et moi était moins fort que celui des Niçois. Mais Nice a été dangereux vraiment un quart d'heure, plus 3 contre. Bon, quand tu es à domicile contre une équipe, enfin en étant une équipe qui joue l'Europa League, tout ça, je sais pas, j'avoue que j'ai du mal quand j'ai lu des ouais, Nice aurait pu mener 3-0 à la mi-temps. Attendez, ils ont une frappe cadrée du match. Hors but, hein, je parle, ça doit être la tête de Donnarumma. Ça fait pas beaucoup, quoi. Mais le PSG est quand même pas génial. Un 1-1 qui finalement plaît plus aux Niçois qu'aux Parisiens, ce qui veut dire que c'est probablement Paris qui a dominé. Mais bon, on fera avec, c'est dommage parce que je pense qu'il y avait vraiment l'opportunité de partir avec les 3 points. Mais c'est comme ça, c'est dommage, ça fait 2 contre-performances dans la semaine, parce que match nul à Nice, ça reste une contre-performance, il faut le dire. Et on est à combien de XG? Oh, pas beaucoup hier. Je crois que Nice est à 0,3 à 0,30. 0,8. Voilà, c'est ça, 0,3 à 0,8. C'est pas un match où C'est le pire total de la saison pour le PSG et c'est le deuxième meilleur total défensif, entre guillemets, puisque seul Le Havre avait moins créé. Voilà. Donc ça veut dire qu'ils ont vraiment pas été très très dangereux non plus. Et 0,8, je pense qu'on a fait moins à Arsenal, non? Ou on est à 0,85 à Arsenal? Ah, j'ai que les stats pour la Ligue 1, honnêtement. Je ne saurais pas Voilà. dire pour la Champions. Mathieu, je te laisse continuer ce pouls du match où finalement j'ai peut-être pas été assez dur avec la prestation parisienne. On t'écoute. Bah, je suis assez d'accord avec la façon dont tu vas te découper et notamment le mettre en exergue le premier quart d'heure, les 20 premières minutes, qui m'ont vraiment fait craindre le pire parce que au-delà de ce qu'on a pu voir par la suite, c'est-à-dire une possession assez lente et du mal à créer des décalages, on avait aussi vu des vraies difficultés de défensive. J'avais vraiment trouvé l'équipe émoussée. Tu le voyais par exemple sur des phases de relance de Nice depuis le gardien où on sortait pas à temps sur le pressing, enfin le pressing était mal effectué et ça allait directement dans notre camp et ça pouvait se transformer en situation dans nos 30 derniers mètres. Donc tu sentais vraiment le PSG pas bien réglé à ce niveau-là. Il y a même une action où Boucard fait une relance un peu sud-américaine, je sais pas si de voler comme ça sur un dégagement. Et ensuite Nice arrive à enclencher une action, enfin gagner un duel offensif et nous faire courir vers notre but. C'est vrai, c'était vraiment une entame de match assez pénible à regarder, puisque aussi bien sur le plan offensif, avec très peu d'imagination et très peu de rythme, et sur le plan défensif, où tu avais l'impression que l'organisation volait un peu en éclats, sans doute lié à une usure de la part de l'équipe. Ça annonçait rien de très bon sur ce match-là. Bon, non pas que la suite a été très glorieuse, mais on a pu rééquilibrer, se mettre moins en danger sur les phases de contre-attaque de Nice, même si on prend le but un peu plus tard. Par contre, c'est vrai que la grande déception du match, c'est ce qu'on a pu faire avec le ballon.
Il y a eu quelques modifications de la part de Luis Enrique. On a pu discuter entre nous, notamment le fait que Nuno Mendes jouait moins comme troisième défenseur central, en tout cas sur le début de match. C'était plus João Neves qui occupait cette position quand Paris sortait le ballon, avec sans doute l'idée de projeter un peu plus haut Nuno Mendes, de le rapprocher de Barcola. Barcola qui a joué un peu plus central, donc j'imagine dans l'idée plus proche de la zone de vérité. Bon, ça a pas vraiment porté de fruits particuliers sur la rencontre d'hier. J'ai peine à trouver une action où on peut dire que ce choix a été Il y en a pas. ouais, était payant. J'en ai aucune vraiment en tête Je l'avais qui voit noté vraiment Nuno aussi. Mendes bénéficier un peu plus de sa position avancée. Tu sais, quand j'avais attaqué les perfs individuels, je prends des notes en cours de route, tu vois Neves qui se met central gauche. Ah, c'est pas mal ça, il y a un petit truc de Trevi, on va surveiller un peu côté gauche. Rien du tout. Ils auraient pu ne pas inverser, c'était pareil. Mais c'est bien d'y avoir pensé. Merci Lucho, merci. Je t'en prie Après, Mathieu, continue. ça n'a pas duré si longtemps que ça. Je Non, pense que non. dès la deuxième partie de la première mi-temps, il y a un peu plus un Bah, rééquilibrage. en fait, Bon, faut toujours rester présent parce que je sais jamais si c'est initiative des ouais, joueurs voilà. et consigne du coach. Mais voilà, Mais je pense que Luis Enrique, il a vu que côté droit, c'était Guessant. Et je pense qu'il a imaginé le pauvre Joao Neves en train de voir Guessant arriver pleine balle. Il lui a fait non, non, mais oublie en fait. On va remettre Nuno. Toi, tu vas retourner au milieu parce que ça va être un peu trop compliqué. Quoi. Et oui, il y a un moment sur un compte, comme on dit sur live, il prend un grand pont, le pauvre Joao. Il fait 1m74. Guessant doit lui mettre 15-20 cm. Il y a il y a une réalité athlétique à prendre en considération aussi au bout d'un moment. C'est pas méchant. le grand pont qui peut faire 1m50, ça n'a pas trop d'incidence. Oui. Non, non, mais je veux dire, c'est que athlétiquement, Joao, quand Guessant arrive lancé, il peut pas lutter, quoi. Même s'il met tout son cœur, d'un moment, il est pas non plus ultra rapide, Joao Neves, quoi. Donc il y a un petit problème hein, quelque part. Mais vas-y, je t'en prie, continue. Mais oui, donc je pense que ça sera un peu l'objet de nos débats, hein, ce qu'on a pu faire avec le ballon. Je trouvais vraiment l'équipe très lente, manquant d'inspiration. Euh, je pense que c'est effectivement très criant sur la prestation du côté droit, parce que tu sais que il y a beaucoup de situations qui sont générées habituellement par le duo Hakimi-Dembélé. Quand les deux passent à côté ou quand les deux sont imprécis, ça se ressent direct. C'est parce que c'est des situations de but qui se transforment directement en situation de perte de balle et donc de possession qui est un peu discontinue et d'impression de manque de continuité de l'équipe. Le fait de relancer Colomwani a décidément toujours pas porté ses fruits. Et je pense qu'il a aussi pâti un peu de la comparaison avec l'entrée de Lee Kang-in qui, lui, dès son entrée, a apporté beaucoup plus de rythme, mais pas vraiment en position numéro 9, ni avec ce qu'il a pu faire comme faux numéro 9 une semaine avant, plus dans un rôle un peu plus reculé et obstruant un peu le rôle d'un Fabien Ruiz ou d'un Zahir Emery qui sont passés à côté, là encore, dans la construction et dans l'influence qu'ils peuvent avoir sur le jeu. Donc, je pense, je dirais que c'est pas mal que la trêve arrive maintenant parce que j'ai l'impression qu'après cette semaine, l'équipe arrive bien émoussée. Je ne sais pas si c'est d'emblée les conséquences physiques d'un effectif assez court où tous ont eu à beaucoup enchaîner. Le fait qu'il y ait des joueurs qui ont été légèrement blessés mais qui ont dû en recommencer et reprendre assez vite aussi. Je ne sais pas si c'est ça ou c'est juste l'enchaînement des matchs ou bien c'est juste à conséquence d'un déplacement européen qui s'est mal passé. Et donc, souvent, le match d'après en championnat est compliqué, ne serait-ce que mentalement. Donc, peu importe la combinaison de ces facteurs, je pense que la trêve fait assez du bien. Ça va permettre aussi au staff de se poser et de regarder ce qui ne va pas, notamment dans l'animation offensive, les problèmes que peuvent te poser les adversaires. Là, pour le coup de Nice, ça pouvait être un peu surprenant de la part de Francaise parce qu'on avait pu voir avec Lens des plans de jeu plus ambitieux. Là, c'était vraiment de l'attente en bloc médian et une forte densité ensuite en bloc assez bas. Ouais, j'allais Nice dire finit le match médian, avec... t'es gentil Ouais, médian. Hein. bah, Mais médian dans la première phase de jeu. Après, c'est vrai ouais, qu'il se repliait très très bas. médian dans Et, leur surface, quoi. C'est bon. et Mais ouais. ils finissent à 25% de possession en moyenne. Donc effectivement, ça n'a pas été, c'était clairement pas le plan de jeu hier de Nice. Mais ouais, maintenant pour le PSG, il va falloir trouver d'autres solutions. Et offensivement, sans doute se remettre en question, essayer de retrouver des associations qui peuvent marcher. Parce que effectivement, il y a cette deuxième phase, au fond, après la trêve internationale de fin août, début septembre.
a permis d'en voir un peu plus. Là, vraiment, on est rentré dans le cœur de la saison et tu commences à voir les joueurs qui performent, ceux qui performent pas. Et sans doute que des hiérarchies peuvent commencer à être un peu bousculées Ouais. ou du moins contestées. Merci Mathieu pour ce complément du pouls du match fort complet qui nous a déjà donné du grain à moudre, comme dirait Thomas Meunier, et, Et du pain à moudre, comme disait Laurent Blanc. et du pain à moudre, comme disait Laurent Blanc. On l'embrasse, tout se passe bien avec Al-Ittihad, la belle vie. 3 sous le par ce week-end au golf local, donc formidable. Blaise, on t'a pas encore entendu sur le Nice PSG d'hier soir. Où te positionnes-tu? Comment as-tu ressenti ce match? Est-ce qu'il y a des points de façon générale sur lesquels tu veux revenir? On t'écoute, vas-y. Après, on va Ouais, décortiquer vraiment la partie collective et tout, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la première comme la deuxième mi-temps. exactement. Ouais, non, mais je vais pouvoir aller assez vite puisque vous avez été assez complet et ce serait uniquement faire une synthèse. Moi, je vais vraiment relever 2 points que vous avez chacun à votre tour pu mettre en avant. C'est le séquençage du match que tu as pu bien faire où effectivement, on a eu un début de match comme ça peut arriver à l'extérieur, face à une équipe qui reste une équipe de la première partie de tableau en Ligue 1, donc qui peut te mettre en difficulté. La différence avec ce qu'on avait pu connaître depuis le début de saison en Ligue 1, c'est que malgré parfois des moments un peu douteux dans les prestations, il y avait toujours cette capacité à pas forcément encaisser un gros volume d'occasions. Et là, on a tout de suite senti que il y avait des espaces, au moins sur cette partie du match, où ils arrivaient à trouver rapidement le côté droit, à créer des différences grâce au jeu de corps de Guessant. Et puis après, quand on a relevé la tête, on a eu la sensation qu'on prenait le dessus et que les Niçois tiraient un peu la langue. Mais malheureusement, en fait, après la situation avec Dante, ils ont réussi à ouvrir le score. Et moi, vraiment, sur ce match en globalité, notamment sur la première période, comme ça permettra d'enchaîner. C'est aussi Mathieu qui a pu mettre en avant, c'est qu'il y a eu une incapacité à être propre techniquement, notamment en première mi-temps, avec à tour de rôle des joueurs qui, normalement, ne sont pas coutumiers de ce genre de perte de balles, qui les ont enchaînés et qui ont empêché les moments où le PSG arrivait à avoir un petit peu la tête au-dessus de l'eau. On a tout de suite reperdu le ballon qui donnait les situations que Nice était à même d'exploiter. Donc, je trouve qu'il y a eu peut-être de la déconcentration, ou en tout cas de la décompression par rapport à une semaine, et peut-être une actualité au sein du club qui a donné envie à chacun de se séparer pour quelques jours afin de mieux se retrouver. Mais il y a eu aussi, pour parler purement terrain, des insuffisances que des joueurs de la qualité de ceux qu'on a ne nous ont pas forcément habitués sur ce début de saison. D'ailleurs, c'est totalement le sens du discours de Luis Enrique après la rencontre. C'est le niveau d'imprécision a été très C'est élevé, quoi. c'est fou. C'est fou. Il y a eu une première balle perdue par Dembélé qui donne une première situation où Pacho il est dominé. Il y a eu je la mets un petit peu comme une perte de technique, puisque Warren l'action qui ensuite amène le corner, il est en avance, il pense protéger, mais au final il est pas bon sur ses appuis, il se fait dominer et prendre le ballon. Et puis après, par la suite, on a la situation qui amène le premier but. Donc, ouais, il y a eu beaucoup de situations où, en fait, on a perdu le ballon dans des moments de construction, alors que habituellement, soit on les perd sur des tentatives de relance un peu risquées, mais où l'équipe est assez bien placée, ou en phase d'attaque. Mais généralement, comme ça, dans le cœur du jeu, on n'était pas familier de perdre des ballons aussi dangereux. Ouais. Et c'est dommage parce qu'en fait, une équipe comme Nice qui a des joueurs pour aller très très vite devant, Shaw c'est un dragster, Boga pareil c'est un joueur qui va très vite, Ndombele c'est un joueur qui sur ses 4-5 premières foulées gagne beaucoup de mètres. Bon après c'est plus dur quand il faut allonger la course. Même Guessant pareil ultra athlétique. Et chaque erreur technique que tu fais à ce niveau-là, c'est une opportunité que t'offres à l'adversaire en fait.
Et je comprends un peu le jeu de position de Luis Enrique. On fait tourner, on use, et on voit d'ailleurs que Nice a explosé physiquement. Mais la première mi-temps, tu fais pas grand-chose pour les faire exploser, tellement tu te mets toi-même en difficulté à courir vers ton but parce que tu fais n'importe quoi avec le ballon. Et Barcola, hier, après la rencontre, dit ouais, peut-être qu'il a manqué un peu d'envie, tout ça. Je pense que c'est pas forcément de l'envie qui manque, c'est pas le bon terme qu'il choisit. Bon, après, il parle et c'est mieux que moi ce qu'il veut dire, mais je pense que c'est plus de la concentration. C'est le genre de match, tu sors d'une période où tu as joué 6 rencontres assez rapprochées, 5 ou 6, je sais plus. Tu sais que tu vas repartir en sélection, donc retrêve. T'as joué à Arsenal mardi où physiquement ça a été très très dur mardi quand même, hein. Il a plu tout le match. Arsenal c'est un peu des robots quand même. Et t'arrives pas à te mettre dedans en fait. Mais à ce moment-là, c'est très très dur de retourner un match en ta faveur, de d'un coup te reconcentrer, retrouver de la justesse technique. Et c'est vrai que la première mi-temps, techniquement, je pense que c'est la plus faible de la saison. Parce que tactiquement, Lens avait un plan très juste. Ce que j'ai dit, créer les 3-3 avec encore Guessant à droite, Ndombele qui se retrouve avec avoir le jeu face à lui. Ils ont vraiment bien fait leur affaire, faut pas leur retirer ça. Mais tu t'es tiré un nombre de balles dans le pied. Pour moi, la pire, c'est la première d'Ousmane au bout de 4 minutes, là, quand il tente sa diagonale. Au moment où le ballon part, je fais oh là là, pourvu que Nuno anticipe et repique intérieur. Nuno, je pense qu'il s'attend même pas à ce que ça soit. Pardon, pas Lens, j'ai tellement l'habitude de voir Francaise à Lens que c'est à Nice. Donc je disais, ouais, Nuno a tellement pas l'habitude de voir un ballon comme ça arriver qu'il est même surpris. Et puis bah après, quand tu dois jouer des 3 contre 3 en courant vers ton but, il y a même des moments, c'était presque des 3 contre 2 parce que le positionnement de Nuno a un peu bougé en cours de match, comme disait Mathieu tout à l'heure et justesse. Bon, euh, c'est ouais voilà, c'était un peu le mauvais, autant Reims, comme je disais, je trouvais qu'on avait vraiment pas si mal cadré que ça les contres de Reims, on les avait vraiment tués dans l'œuf et ils s'en sortent très très bien. Autant là, il y a des vraies balles de contre pour Nice où on a été un peu léger jusqu'au moment où on arrive dans la surface, où dans la surface on a été pas mal juste. Je sais que par exemple Pacho a été très critiqué pour avoir perdu des duels plus que d'habitude, parce que c'est quand même un joueur très fort dans le duel. Mais Pacho, il est recul-frein face à Guessant qui arrive lancé, qui a un TGV. Ces genres de duels, c'est pas facile à gagner en fait. Alors je comprends qu'on attend peut-être plus de lui parce que il a montré de très bonnes choses. Mais t'as Guessant qui arrive lancé face à toi. Tu dois protéger ton but. Tu dois pas lui ouvrir totalement la porte du but. Tu dois tenter de l'excentrer. Franchement, pour avoir revu des séquences ce matin, je dis, bah en fait, c'est pas si mal que ça ce qu'il a réussi à faire dans des situations franchement très très compliquées quoi. Donc on n'a pas aidé notre défense par nos pertes de balles et toute la première mi-temps d'un point de vue technique est insuffisante parce que il y a des passes ratées, il y a des passes en touche, il y a des contrôles ratés, tout ça. Euh, mais malgré tout, tu arrives un peu à créer des occasions. Et ce qui est dommage, c'est que quand on est dans ces cas-là, on n'arrive pas à donner de la vitesse au ballon dans les transmissions. Je comprends qu'on joue la largeur pour s'éviter les contres, tout ça. Mais c'est pas la première fois où je me dis il faut peut-être mettre un peu. Alors c'est dur hein, de jouer vite face à un bloc regroupé en devant faire des courses à vide pour les perturber. C'est très très dur. On le dit pratiquement toutes les semaines. Faire sauter un bloc regroupé, c'est ce qu'il y a de plus dur en foot. Mais il y a quand même des moments où quand t'es le PSG, alors peut-être que Luis Enrique a pas assez fait tourner. Moi, j'avoue que je pensais qu'il y aurait plus de changements, parce qu'il a changé un joueur par ligne, si je me trompe pas. Bon, non deux, puisqu'il a mis Colomani et Dembélé devant. Donc deux devant et un milieu seulement. Je sais pas. Oui, Blaise sur la première mi-temps, le fait qu'on joue parfois un peu lentement ou qu'on manque Ouais, de fausses pistes, de tout ça. ouais, je pense que tu le dis, et évidemment, on s'en rend compte semaine après semaine, et pas qu'en regardant le PSG, que face à des défenses qui sont de plus en plus regroupées, qui ferment l'axe, qui ont la capacité à défendre assez longtemps sur la largeur en même temps et de parfois de piquer, on se rend compte que n'importe quelle équipe est en difficulté face à ça. Après, le point que tu notes, et pour moi, c'est révélateur que ça apporte et c'est possible, même avec ce genre d'équipe en face, c'est que le début de seconde période, avec
même si on avance peut-être un peu trop vite avec aussi un changement de joueur, bah, la circulation de balle, moi je l'ai vu très très vite. En fait, on cherche pas le relais à 2 mètres, mais on prend le risque de trouver celui à 15 mètres sur le côté avec une passe appuyée qui permet de, en même temps que le ballon se déplace, de permettre à certains coéquipiers de se déplacer. Donc, c'est aussi, je pense, une volonté tactique, des consignes qui font que bah, la capacité à conserver le ballon très très longtemps du PSG dessert par moment parce que c'est l'option numéro une. En fait, prioritairement, si le match il est à 0-0, on va continuer à faire tourner et logiquement, en fait, avec la fatigue en face, on va réussir à trouver des solutions. Sauf que voilà, quand tu es mené après une semaine où tu as déjà une défaite qui a été peut-être un peu fatigante pour les corps et pour les têtes, évidemment que c'est moins intéressant de pouvoir continuer ça, même si je pense qu'en restant sur le même rythme, on aurait peut-être, je dis bien peut-être, pu égaliser, mais même on a bien vu que même en accélérant, passer devant une équipe qui te domine au score à l'extérieur, C'est dur, hein. c'est pas évident. Ouais, c'est pas évident du tout. Après, tu vois, le PSG a été mené 60 minutes à Reims. Il a été mené hier 30 minutes. Non, peut-être même pas au final, pas si longtemps que ça. Mais tu perds pas quand même. D'ailleurs, ça m'a fait. Vous remarquerez un truc. En Ligue des Champions, on parle du pourcentage de défaites parce que le PSG il fait jamais nul avec Luis Enrique, il perd ou il gagne. Donc là, on parle du pourcentage de défaites. En Ligue 1, comme il perd jamais, bah là, on parle que du pourcentage de victoire. Euh, c'est pas très honnête en fait. L'honnêteté intellectuelle consisterait à donner la stat des deux côtés en fait. Mais bon, c'est un aparté. Mathieu, sur nos difficultés offensives de la première mi-temps, tout ça, tout ça. Un avis, une pensée. Il y aurait beaucoup, beaucoup à dire. Je sais pas par où tu veux, enfin, quel angle tu veux retenir. C'est vrai que moi, je retiendrai surtout sur le côté droit, puisque c'est souvent de là où les actions partent. Et c'est là où le danger vient. Effectivement, le fait que le duo Hakimi-Dembélé ne se soit pas trouvé, n'ait pas réussi à créer les différences attendues, ça a pesé négativement sur la performance, comme en milieu de semaine, pardon. L'absence de Dembélé et donc l'absence de ce duo avait supprimé, on va dire, des routines dans le jeu du PSG. Donc, quand on sent que dès que ce lien-là est soit absent, soit mis en échec, il y a de suite beaucoup plus de difficultés pour le PSG à créer. D'autant que globalement l'an dernier, la dépendance du PSG à ce qui se passait sur les ailes avait été nuancée dans le cours de la saison par l'abonnement, on va dire, de Vitinha, qui a qui est blessé depuis quelques matchs, en tout cas pas à son niveau en plus quand il joue. Et on a déjà pu évoquer les soucis qu'il y avait de l'autre côté, donc côté gauche. Donc effectivement, si tu mets tout ça bout à bout, c'est vrai qu'offensivement, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. On peut s'arrêter sur le rôle des relayeurs aussi, qui ont vraiment du mal à peser et Tu même as à trouver raison. leur rôle, je dirais. Mm. Non, mais t'as totalement Euh, raison, oui. ça, Au final, à hormis recycler la possession, enfin, ils arrivent vraiment pas à peser sur d'autres domaines. Alors, c'est évidemment nuancé. Je me souviens d'un très bon match de Zaïre Emery il y a même pas 15 jours. Bon, Fabien Ruiz c'est plus délicat cette saison, après une préparation qui a été aussi difficile pour lui. Mais c'est vrai que ça se ressent. Et moi, je serais pas étonné qu'après la trêve, par exemple, c'est compliqué à dire parce que Zaïre Emery, on sait qu'il a un rôle important dans l'équipe tactique de l'équipe. Mais j'avoue que Vitinha, Neves, Kanguinli au milieu, ça peut faire passer l'équipe à un autre niveau, je pense, sur le plan technique, sur le plan du rythme, quand tu dois manœuvrer face à des équipes qui jouent vraiment derrière. Après, tu peux avoir d'autres solutions, comme te passer du fait d'avoir trois joueurs en couverture derrière, mais ça, j'y crois un peu moins pour des questions d'équilibre. Et c'est devenu tellement fixe maintenant que tu ne vois pas forcément l'entraîneur se passer de cette solution-là. Mais dans tous les cas, un match comme celui-là, et aussi le match comme celui d'Arsenal, par exemple, où en deuxième mi-temps, tu as
plus de possession, t'es plus face à une équipe regroupée, bah, où tu trouves pas forcément les solutions. Donc tout ça, je pense, ça peut donner des indications au staff et en tout cas, ça sera intéressant de suivre quelles sont les décisions qui sont prises après la trêve, tout en gardant à l'esprit Tiens, malheureusement que l'effectif a ses limites et notamment sur le plan quantitatif. Euh, Hormis les joueurs qui vont jouer hier, bah, ouais, tu as possiblement le retour de Vitinha. Tu as l'intégration de Doué qui pour le moment est plus qu'imparfaite et c'est un joueur dont tu vas devoir tirer beaucoup plus que ce qu'il fait jusqu'à présent. Et tu as le retour d'Asensio, mais voilà, hormis ça, t'es limité à ça, on va dire. Je n'ose même pas compter Colomboigny encore plus après un match comme hier et après la sanction entre guillemets bizarre. dont il a été victime. Qui s'est abattu sur lui. Tiens, question sur le live intéressante. Tu dis, mais on attend quoi des relayeurs? Je pense qu'on attend des choses différentes selon les moments du jeu. Pour prendre Warren, qui est en illustration à cet instant, on attend de lui qui compense les déplacements, enfin qui compense défensivement les déplacements offensifs de Hakimi et Dembélé. Donc en gros, qui deviennent une sorte de mec qui va verrouiller le côté droit. Mais par moment, on attend de lui quand Hakimi se lance pas derrière Dembélé, que le milieu adverse est un peu figé. On attend de lui qu'il s'incruste, qu'il fasse un appel vers l'avant. D'ailleurs, on le voit hier au bout de 2 minutes. Appel de Warren côté droit, il est servi, on fait monter. Bon, après, ça suit pas assez derrière lui, donc il perd le ballon. Mais voilà un peu ce qu'on attend de lui. Et côté gauche, c'est un peu pareil finalement. On attend de Ruiz qu'il soit là des fois pour équilibrer, des fois qu'il se projette vers la surface, par moments qui viennent aider la sentinelle à la relance. Voilà, tu as tout un tas de zones qu'ils doivent visiter, mais ils s'excentrent pas beaucoup globalement en revanche. Vous prenez la définition du demi-espace en découpant le terrain en 5. Globalement, nos relayeurs, vous les verrez pratiquement toujours dans le demi-espace. Je sais pas, Mathieu, Blaise, ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est un truc qui est assez marqué dans notre jeu. Attention, hein, ils changent de position entre eux régulièrement. Des fois, notre relayeur passe sentinelle, il y a des inversions, tout ça. Donc c'est pas fixe. Mais c'est vrai que ils sont quand même, ils ont une zone, je trouve, assez marquée d'activité pendant les matchs. Non? Oui, Blaise, Mathieu, vas-y. Ouais, oui, oui, ça on le voit beaucoup. Et c'est vrai que je pense que dans le jugement aussi de ce qu'est le début de saison de Joao Neves, je pense qu'il y a aussi ce côté un petit peu plus aventureux qui rentre dans l'analyse parce que lui, parfois, je ne sais pas s'il s'affranchit de son rôle ou de ce qu'il devait faire, mais lui, parfois, lit des espaces un petit peu différemment et se positionne notamment sur le côté gauche dans des zones où il permet, notamment Ouais. quand Barcola joue, de lui occuper d'autres espaces. Mais c'est vrai que on a beaucoup ça. Et, et pour continuer sur Warren, qui lui est en illustration, lui, je pense que tu l'as dit, son rôle, il le connaît, il l'intègre. Je pense en termes d'expression et de ce que veut l'entraîneur quand ils doivent débriefer, je pense pas qu'il fasse partie particulièrement des joueurs pointés du doigt. Après, c'est toujours la question le tableau noir et de l'application. Et je pense que Warren, en fait, il est beaucoup plus dérangé, ou en tout cas, on est beaucoup plus dérangé sur ses prestations actuellement parce qu'il fait balle au pied. Parce que, comme tu l'as dit, l'appel côté, il le fait, mais après, il est beaucoup dans le contact, comme l'impression qu'il n'a pas envie de prendre l'espace, mais qu'il attend le duel pour tenir au choc, pour attendre les autres, alors que bah, Warren, ça a aussi été un joueur qui est capable, avec le ballon, même s'il résiste au duel et il met de l'impact dans ce qu'il fait, bah, quand il y a eu des espaces, il a des foulées assez rapides et généralement, il peut faire gagner des mètres. Donc j'avoue que la question sur qu'est-ce qu'on leur demande, j'ai du mal à trancher parce que j'arrive à comprendre ce qu'ils doivent occuper comme zone, ce qu'ils doivent faire comme déplacement, mais j'ai beaucoup de mal parfois à me dire que c'est ce qu'attend le staff dans l'utilisation du ballon, en dehors du fait que, comme tous les joueurs, ils peuvent avoir un contrôle trop long ou une transversale ratée Ouais, et puis il y a peut-être aussi des consignes qui sont liées à l'adversaire. aussi. Voilà. Tu joues pas pareil contre Nice que contre Brest, que contre Rennes, voilà. Bon. Mathieu, sur le rôle des relayeurs, tu veux rajouter quelque chose ou pas trop?
On a bon. Bah, à gauche, quand même, tu as tellement de mal à retrouver la fluidité de ce qu'on avait vu Ah à ouais. Lyon en finale, par exemple. Ah ouais. Il y a pas un match depuis le début de saison où c'est satisfaisant, hein. Bah, petit exclu. Non, je rigole. Enfin, rien de très pertinent, mais la semaine dernière, je regardais les thèmes qui n'ont pas été traités sur le site, dans la presse en général. Mais le poste de relayeur gauche, c'est la clé du PSG. Parce qu'on a le flanc droit qui marche comme il a envie de marcher, mais globalement, il est performant. L'axe, on a un souci au poste de sentinelle parce que Vitinha n'est que l'ombre du joueur qu'il a été l'an dernier. Mais le côté gauche, tant qu'on n'a pas un relayeur gauche performant, on n'a pas de côté gauche en fait. On a Barcola qui fait des stats parce qu'il est sollicité sur des actions individuelles ou parce qu'il est dans la surface pour conclure. Mais par exemple, Joao Neves, Barcola, ça a très bien marché sur les 2 premiers matchs. Depuis, ça a beaucoup plus de mal à connecter. On voit que Nuno est très coupé du reste de l'équipe parce que justement, il n'a pas le relayeur gauche pour connecter. Barcola, pareil, il n'est pas connecté au reste parce que la personne la plus proche qui est le relayeur gauche ne le trouve pas. D'ailleurs, c'est pas un hasard si hier Barcola commence à être vraiment dans le match quand il a soit Ruiz qui vient vers lui, soit Lee qui vient vers lui. Et vraiment, le poste de relayeur gauche, l'an dernier, on avait trouvé une formule qui marche avec le trio Nuno, Ruiz, Barcola. Là, cette année, c'est le triangle des Bermudes. Vraiment. Et tant qu'on n'aura pas trouvé un joueur en mesure d'être performant ou une autre organisation, bah, ça va être compliqué. Si on joue dans l'axe, quand Lee est là, on joue dans l'axe. Quand Asensio était là, on a un peu joué dans l'axe. Mais globalement, Hier, oui, Lee finit le match en relayeur gauche, ouais, Vitinha relayeur droit. Je sais pas si c'est des pistes pour le futur et les prochains matchs. Ou bien si c'est juste pour profiter enfin, faire un match où tu dois marquer, par exemple, profiter de la qualité de frappe de Vitinha et sa capacité à aller dans la surface dans une position un peu plus avancée comme relayeur. Et aussi la capacité de Liquiangin à trouver de bonnes trajectoires, notamment sur les centres. Donc d'une position plutôt en pied naturel, plutôt qu'en pied opposé. Donc ça peut être des idées. À voir ce qui sera tenté après la reprise. Mais ça peut être une idée voilà, de mettre Lee Kangin, on va dire, dans une position plus de relayeur pour essayer d'agiter un peu ce qui se passe dans l'axe et profiter voilà, de sa qualité de contrôle, de déplacement et de tenue de ballon, mais aussi de création, sans forcément s'appauvrir offensivement avec un joueur qui n'irait pas dans la surface. Donc, ça peut être des pistes sur lesquelles vont travailler le staff, mais là encore, enfin, les pistes possibles sont assez limitées, ne serait-ce que par ouais. le nombre de joueurs que tu as sous la main. Après, on me dit sur live, est-ce que vous pensez que Lelucho irait chercher une autre organisation? Je le vois plutôt tenter jusqu'au bout de trouver le bon relayeur. N'oubliez pas, pardon, parce que je parle à la personne, mais en général, l'an dernier, on a changé beaucoup de fois de système de jeu. On a commencé par une sorte de 4-1, 4-1, on a joué 4-2-4, on a joué 4-3-3, on a changé devant, on a changé au milieu. Il y a beaucoup de choses qui ont changé en une saison. Il n'est pas si buté que ça sur le 4-3-3. Surtout, regardez, déjà quand on joue avec un 10 ou 110, le rôle de nos ailiers change. La façon dont Hakimi va se positionner d'un match à l'autre change énormément. Il y a beaucoup de micros ajustements possibles. Après, est-ce que par exemple il va abandonner sa base 3-2-2-3 quand on a le ballon? Ça, je pense qu'on en est loin. Mathieu, t'en as parlé de la base à 3. Est-ce qu'on inverserait le 3-2 initial pour un 2-3? Le build-up, comme disait la Mituche, je n'irai pas jusque-là. Mais s'il pense... 3-2, De quoi? le build-up en 3-2, Le build-up comme disait Tourelle. en 3-2 et je sais pas s'il irait changer ça, mais Mais je même pense dans qu'il n'est pas la. fermé. Hein. Oui, Ouais, non, pardon mais Blaise. pas du tout. Même, et j'allais même ajouter dans la recherche qu'on a pu voir hier, dans une bonne partie, ou en tout cas pas forcément en continu, mais sur beaucoup de séquences, en fait, dans la recherche de l'idée pour la relance et la base à 3, c'est João Neves qui occupe le rôle côté gauche avec Nuno Mendes qui est plus intérieur et qui occupe une position assez haute. Donc, je pense qu'il y a une vraie volonté de matcher aussi avec les difficultés
que les oppositions adverses peuvent nous proposer puisqu'elles travaillent. Et hier, en fait, il a utilisé aussi un milieu de terrain pour vraiment être sur la base à 3 et pas axial et aider à animer le côté gauche parce que comme vous l'avez dit, en fait, il se passe pas grand-chose à part quand on peut jouer un peu sur du jeu rapide et que Barcola a un peu d'espace ou qu'il y a un exploit individuel de Nuno Mendes ou de lui-même. Donc, c'est vrai que le côté gauche, ou en tout cas le joueur ou l'animation pour en faire le lien entre les différents joueurs, elle n'est pas encore trouvée, mais l'ouverture du coach, elle se voit à travers les matchs avec plusieurs choses qui ont été tentées. Et même là, vous avez parlé du rôle des relayeurs. On a revu Vitinha qui a joué relayeur. Oui, mais c'était pas arrivé depuis un bail. Mais ce que tu dis sur le fait qu'il est pas fermé, je trouve que ça se voit effectivement sur les expérimentations qu'il refait sur le côté gauche. On voit qu'il est pas satisfait. À Arsenal, il met Neves. Là, il le replace dans l'axe, il remet Ruiz. Sur les phases de possession où le ballon est derrière, à un moment, on avait donc le relayeur gauche, qui était Ruiz, qui partait arrière gauche pour libérer Nuno. Là, c'est la sentinelle qui est passée centrale gauche. Donc, c'est des petits ajustements qui montrent qu'ils sont pas satisfaits et qui testent des trucs, qu'ils essayent de bouger un peu les pions pour voir ce qui peut marcher le mieux. Après, enfin, Et c'est assez différent pardon, je te coupe, Philo, mais vas-y. c'est assez différent d'utiliser un milieu de terrain plutôt qu'un latéral pour faire le troisième central à la relance, parce que théoriquement, le latéral qui fait le troisième central, il va avoir beaucoup plus de mal à se projeter. Alors, tu peux avoir des moments de grande fluidité, et c'est vrai que le match face à Lyon, c'est un emblème de ça, parce que Nuno Mendes, c'était pas dans cette position, et c'était très bien compensé. Mais on va dire que là, ça demande que voilà, le jeu soit fluide et que tu aies une bonne inspiration des joueurs et une bonne précision technique des joueurs. Enfin, que tu sois dans un bon soir, tout simplement. Si tu le fais avec un milieu de terrain, donc c'est-à-dire que tu places Nuno Mendes dans une position plus haute de base, mais sachant que si tu mets Joao Neves, par exemple, il va avoir plus de facilité, je pense, à se libérer de cette position de défenseur central et il restera pas à faire le troisième défenseur central sur les phases de contre-attaque, par exemple. Je pense que quand l'action se déplacera et que le pari sera plus installé dans le camp adverse, là, tu le verras plus se retirer de cette position-là et Ah oui, avancer il va sortir. pour laisser Marquinhos et Pacho. Et je pense qu'à la relance, on aurait sans doute intérêt là-dedans parce que j'avoue qu'après 7-8 matchs, voir Pacho en position de libéraux, euh, c'est assez compliqué parce que tu vois qu'à la relance, il n'est pas très à l'aise Mais et c'est qui se ferme c'est très pire que facilement ça. la moitié d'un terrain et Ouais. que la plupart de ses passes, elles se font vers Marquinhos en fait. Et les adversaires orientent la relance vers Pacho aussi. Arsenal Mm. l'a très bien fait. Arsenal a dit au PSG, non, en fait, c'est lui qui va relancer et il va devoir se débrouiller, soit en enfermant Mendes, soit en jouant long. Et bah, effectivement, on a été en difficulté. Après, c'est que voilà, Pacho, il a joué 9 matchs avec Paris, il a le droit aussi à l'échec, ou même à être moyen et tout ça. Mais bon, Non, mais si effectivement, tu le mets un peu plus, pas vraiment dans l'axe comme ça, libérer une défense à 3, hmm, mais peut-être un peu plus naturellement gauche, tu lui ouvres d'autres angles de passe. Et je trouve pas qu'il y ait une si mauvaise qualité de passe dans le sens où quasiment à chaque match, il en fait une qui casse les lignes et il arrive à trouver un joueur un peu libéré. Ça a été encore le cas hier. ouais. Il te le fait une fois et tout le reste, c'est des passes à 2 mètres pour Marquinhos parce que il se ferme vraiment l'angle. Et en position de libéraux, c'est très compliqué pour lui de trouver des solutions vers l'avant. Ah, et c'est pour ça aussi que je disais que Pacho, ça faisait que 9 matchs, et je pense que quand il sera plus adapté au PSG, plus en confiance, il entendra plus. Parce que à Francfort, au fur et à mesure de la saison, il a commencé à allonger, et il trouvait comment dirais-je, des trajectoires vraiment intéressantes. Alors, ceux qui connaissaient vraiment bien l'Eintracht disaient, attendez, ça sera jamais sa spécialité, c'est un joueur qui est avant tout fort défensivement, et ça on peut pas dire que c'est pas le cas. Mais je pense qu'avec le temps, il va se libérer. Peut-être qu'aujourd'hui, il est trop dans l'application de la consigne stricte, tu perds pas la balle et tout. Il y a un moment hier, je crois que c'est 86e minute, on récupère le ballon assez bas sur le terrain, t'as un pressing où on est 3 Parisiens contre 2 Niçois. Il a une passe, mais juste devant lui à faire à Neves.
Et il l'a fait pas, il l'a fait à Marquinhos qui perd de temps, qui lui remet, et ensuite seulement il l'a fait. Je suis là, mais Willian, t'es tout seul, tu fais la passe et puis on avance, quoi. Bon, ça va venir avec le temps, mais c'est vrai que tu vois qu'il y a pas mal, en fait. Je dirais pas que le PSG est une équipe non fonctionnelle, parce que c'est pas du tout le cas. Enfin, à part Arsenal, on n'a jamais été dominé, par exemple, aux expected goals. Euh, on n'a jamais concédé plus de 1 expected goal du match complet. On pourrait être facilement à tous les matchs gagnés sauf Arsenal, où on aurait pu me perdre de moins de 2 buts. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui marchent au sein de l'équipe. Mais c'est vrai que t'as pas mal de petits trucs comme ça qui tardent à se remettre d'aplomb et qui te changeraient la phase de l'équipe, parce que t'affrontes le PSG où t'as juste le côté droit qui tourne, ou t'affrontes le PSG où t'as le côté droit qui tourne, le côté gauche qui tourne, et Vitinha qui te règle l'axe, régule, plus que règle d'ailleurs, et ben c'est pas la même limonade quand même. Et là aujourd'hui, t'es dans un moment où ton côté droit marche, mais comme tu l'as dit en première mi-temps, c'était insuffisant. Ton côté gauche, bah, c'est un énorme chantier. Ça fait 10 minutes qu'on en parle. Et ton axe, tu sais pas trop sur quel pied danser au niveau de ton avant-centre. Et même au niveau de ta sentinelle, tu passes de Vitinha à Neves un match sur deux. Enfin, à chaque match, tu changes globalement. Bon, il y a du travail. C'est normal aussi, on est le 7 octobre. Mais comme tu disais tout à l'heure, autant la trêve, je suis pas spécialement heureux de pas avoir de match sous le coude et de devoir suivre les sélections. Autant je pense que ça va faire du bien à tout le monde, au staff, aux joueurs, de se changer la tête, de reprendre le fil de la saison, enfin reprendre à froid les matchs, tout ça, ça va faire du bien. Sur l'aspect collectif, est-ce que on dit un petit mot quand même sur... Oui, Juste Mathieu? un philo, faut espérer que la trêve soit meilleure que la précédente parce qu'elle Ah bah, était assez catastrophique avec tous les pépins qu'on avait eu. bah là déjà on a dit à Désiré Doué, dis que t'as mal à la cheville, dis que t'as mal, tu reviens. On va avoir normalement. Bah Marquinhos risque de jouer avec le Brésil. Bon, Pacho va jouer avec l'Équateur forcément. Skriniar va jouer. Chez les Portugais, je serais pas surpris qu'ils nous renvoient Vitinha parce que ça se voit quand même qu'il est diminué le pauvre. Dembélé risque de jouer. Barcola risque de jouer. Enfin, ça va jouer un petit peu. Je pense que un qui va pas jouer trop, ça va être Zaïre Emery, Warren, puisque Deschamps l'utilise quand même pas énormément. Mais bon, il faudra faire avec. Et Hein. retour de trêve, ça veut dire retour de Milan Skriniar dans l'11. Ah bah, là je peux vous dire que ce week-end, j'ai regardé Strasbourg-Lens avec le calepin des Strasbourgeois possiblement suspendus. Deux. Deux qui sont tombés. Enfin, il y en a un qui était déjà tombé avant. J'ai serré le poing de bonheur. Je redoute ce PSG Strasbourg 19 octobre. Et il va falloir faire avec, hein, c'est comme ça, tant pis. Beraldo qui va être titularisé directement en sortant de l'avion, ça va être formidable aussi. Mais écoutez, Strasbourg aussi a beaucoup d'internationaux, hein, faut pas croire. Hein. Ils ont beaucoup de jeunes joueurs qui sont internationaux, esport, tout ça, eux aussi ils vont être éparpillés un peu partout sur la planète. Et bon, j'ai quand même eu la confirmation que c'est pas une équipe très fiable défensivement, je peux vous le dire. Il y a des choses, on les voit pas à Paris quand même. Mais bon, donc ça marche pas si mal que ça au PSG donc. Petit mot, non, je pense sur lequel il faut revenir sur le changement de Colomwani à la place de Lee, enfin Lee à la place de Colomwani dès la mi-temps. Comment vous interprétez la chose? Comment vous le voyez? Qui veut en parler? Oui, Blaise? Ouais, bah, avant même de parler de la dynamique apportée par Lee Kang-in à son entrée, il y avait aussi ce qu'a proposé Randal Kolo Muani. On n'est pas sur les performances individuelles, mais on va essayer de regarder un peu ce qui a été fait pour l'équipe et c'est très peu de choses, comme assez souvent quand il est dans l'axe, où en fait, il n'a pas, lui, la capacité à faire jouer de cette position-là, parce que quand il est côté droit, je trouve qu'il arrive à plutôt bien s'amener le ballon, à faire des enchaînements et même à combiner par moment. Mais là, en fait, il est dans des registres où il est bien trop pour démarrer ses actions. Il est dans des positionnements où c'est assez compliqué. En fait, quand on a eu des difficultés à trouver de l'air. Il a jamais pu être la solution et en fait, ça a continué à stéréotyper
le jeu du PSG et à surresponsabiliser un Ousmane Dembélé qui, lui, pour la première période, n'était pas forcément inspiré. Et c'est vrai que Malik Anguin, on le dit à chaque fois en riant, mais c'est le meilleur attaquant loin des buts. Et ça s'est encore vu parce que bah, il arrive, je pense, lui, à très très bien interpréter ce que doit être ce quatrième milieu de terrain ou ce joueur un petit peu libre qui va de droite à gauche pouvoir aider les uns et les autres et faire avancer le jeu avec sa vision du jeu. Et on le connaît, on le savait que lui, quand il a le jeu face à lui, il a la personnalité et il a réussi en fait à fluidifier en fait la circulation parisienne. On l'a un petit peu vu partout. Et c'est vrai que dans le questionnement que ce que doit être le relayeur gauche, bah, il a vraiment cette appétence à aller sur ce côté, à tenir sur ses jambes et à se mettre sur son pied pour trouver une solution, soit longue, en allant même chercher très loin côté opposé. Et on voit que bah, c'est très important dans cette équipe parce que c'est un des rares qui arrive à avoir la force et la justesse pour que le ballon il arrive parfaitement pour le joueur à l'opposé et aussi pour permettre en fait de trouver des combinaisons assez rapides, très vives, parce que lui, il arrive toujours à jouer pour l'équipe, en tout cas quand il est dans ce positionnement. Et on a tout de suite vu que, bah, notamment Barcola, il a retrouvé une utilité plus grande que ce qu'on avait pu voir. Et puis, bah, ça permet aussi, avec un nouvel animateur de jeu, bah, de voir un autre Ousmane Dembélé qui, je ne sais pas s'il a eu à changer d'attitude ou bah, peut-être il a eu besoin de se remettre en jambes, mais en fait, les déplacements, la possibilité qu'offrait dans le jeu Lee Kang-in, bah, ça lui a permis en fait de retrouver ce dynamisme, de s'écarter, de jouer des 1 contre 1 et bah, de créer d'énormes situations. Et même avant même des situations, on a créé beaucoup de corners où on a eu 15, je crois 15 corners dans le Ouais. match, notamment en seconde période, quoi. Après, le premier quart d'heure de Lee en seconde mi-temps hier, mais c'était Messi coréen, quoi. Il Ah ouais, fait une c'était entrée. Les 10 premières minutes, le mec, il marche sur l'eau. Les prises de balles, les extérieurs pied gauche, les contrôles et tout. Wow. On venait de ouais, voir 45 quand il a minutes. inspiré comme ça. Non, mais on venait de voir 45 minutes de Randall Colomwani qui marchait péniblement vers le cimetière de sa carrière parisienne. Et là, d'un coup, il rentre en jeu, il change tout. Ça fait tout drôle. Mais c'est là que, je sais pas, sur là, ils vont me dire, ouais, Lee, c'est trop limité, Lee comme ça, à ce poste au niveau du dessus. Je sais pas si c'est trop limité. Mais à cet instant, si je dois prendre tous les joueurs offensifs de l'effectif, les uns après les autres, je crois que celui qui correspond le plus à ce que Luis Enrique attend d'un attaquant axial, c'est lui. Et pourtant, il est pas toujours très précis. Enfin, si, il est bon face au but, mais il a pas forcément l'état d'esprit d'un avant-centre. Mais franchement, il interprète le poste plutôt bien. Après, je trouve qu'il a un peu trop décroché, comme tu disais Mathieu tout à l'heure. Mais le premier quart d'heure, il a des phases, ce qu'on avait vu contre Rennes, ce qu'on a encore vu à Nice, il a des phases de jeu, comme dit sur live, il candidate sérieusement au départ. Ah, pour moi, aujourd'hui, il est titulaire, Lee. Hein. Franchement, les matchs qu'il fait, comme je dis, Je partage ta vie aussi, hein. Je ah pense ouais, que non, enfin, il est plus performant que d'autres qui sont dans le 11 actuellement. Donc, après, c'est à quelle place, c'est une histoire aussi de complémentarité avec les autres, mais en termes de performance et de niveau, bah, c'est un joueur qui apporte. Donc, pour moi, il doit jouer en ce moment. Après, ça veut pas dire qu'il sera titulaire toute la saison parce que tu peux avoir des hauts et des bas. Et je pense pas que le PSG ait une hiérarchie aussi figée et des joueurs d'un niveau suffisant pour garantir enfin, que certains joueurs aient un niveau suffisant pour se garantir une place de titulaire quoi qu'il fasse. Donc ça peut évoluer, mais à l'instant T, oui, je pense qu'il est dans une forme où il doit jouer. ouais. Et, enfin, on est le 7 octobre. Si on m'avait dit que Lee Kang-in est aujourd'hui, enfin à mes yeux, hein, un joueur qui est plus logiquement titulaire que Vitinha, j'aurais halluciné il y a 2 mois. Mais aujourd'hui, tu peux pas nier que Lee, quand il joue comme ça dans ce poste axial, il est juste bon. Il fait jouer les autres jouent pour lui, il comprend bien, il utilise son pied gauche à bon escient, il tire les coups de pied arrêtés avec une belle justesse. Non, franchement,
on me dit sur live, on est l'équipe de Lee. Bah écoutez, soyons l'équipe de Lee, hein. On va vendre des maillots, il n'y a pas de souci, on y va. Oui, Blaise. Non, non, c'est. Moi, j'avais quand même une question parce que, et on en avait parlé mercredi soir. C'est vrai que par rapport au contenu de ces matchs ces derniers temps, et que ce soit en ce positionnement de faux neuf, mais aussi quand il a pu jouer au milieu de terrain, côté droit, c'est différent. Moi, je m'interroge toujours comment on peut envisager effectivement de l'intégrer en essayant de maximiser les points forts des autres et notamment un point fort qu'on cherche, c'est la fiabilité devant le but. Parce que tu l'as dit, hein, lui, il a vraiment un pied précis, mais c'est pas un buteur dans l'âme. Donc, quand on lui laisse la possibilité d'être aux abords de la surface, il a cette qualité de pied. Mais je pense qu'actuellement, là où il a le plus à nous apporter, c'est vraiment en allant chercher le ballon plus loin, en s'insérant dans des circuits de passe pour le faire accélérer. Mais ça laisse la question de comment on va réussir dans d'autres registres de matchs, parce que là, on était vraiment dans un match où Nice avait aussi reculé légitimement, et même Francaise l'a dit chez DAZN. En fait, il y a un mix de fatigue, mais aussi de grand respect avec ce que le PSG est en train de t'imposer. Mais moi, je me demanderais toujours comment on peut intégrer Lee dans cette équipe avec des ailiers qui sont Ousmane Dembélé et Barcola, avec Barcola qui a peut-être une appétence pour le but plus forte, mais on le découvrira peut-être, et Dembélé qui est le joueur qu'on connaît. Donc c'est vrai que c'est bien ce qu'il propose, et c'est mieux surtout que son concurrent ou ses concurrents directs actuellement. Mais je sais pas si pour les autres, en fait, au-delà de la Hmm. beauté de certaines combinaisons, c'est quelque chose qui peut performer, et même en Ligue 1, j'ai envie de dire. Après, tu vois, on en parlait tout à l'heure, mais quand tu as un côté gauche qui marche pas, quand tu as que le côté droit qui est fonctionnel, avoir Lee à ce poste-là qui donne un peu de la vie à tout l'axe, qui en fait arrive à étendre à lui seul la zone d'influence du côté droit vers un peu le reste de l'équipe. Est-ce qu'à cet instant, vu les petits problèmes du moment, enfin petits, chacun verra ça la taille qu'il veut, mais est-ce que justement c'est pas intéressant dans une équipe un peu pas très équilibrée dans la largeur de l'intégrer justement parce que lui il est capable de tenir le ballon, d'animer avec les autres, de faire jouer aussi un peu plus les autres. Qu'il soit pas peut-être la solution pardon ultime pour résoudre tous les problèmes du PSG, notamment devant le but, ça je pense qu'on est tous d'accord. Lee, je crois que j'ai jamais vu faire un appel aux profondeurs d'avant-centre par exemple. Bon, il sait pas le faire, c'est pas son jeu, c'est pas son rôle. C'est un joueur qui va au ballon, c'est pas forcément un joueur qui va à l'espace. Et ben on va faire avec. Mais au contraire, je pense que ça peut être à cet instant un bon complément à Ousmane de façon certaine, mais surtout pour les autres milieux de terrain pour trouver un point d'appui devant eux. Parce que je vois la première mi-temps l'autre jour là, enfin hier pardon, que ce soit Neves, Ruiz ou Zahir Emery, à quel moment ils peuvent donner quoi que ce soit à Colomwani qui est devant eux. C'est impossible de trouver Colomwani. La zone qu'il occupait entre la défense et le milieu, il est introuvable. D'ailleurs, on n'a même pas essayé de lui filer la balle parce qu'on sait que c'est pas possible. Donc, avoir un autre profil pour aider peut-être d'autres joueurs en difficulté sans que ça ait un impact négatif sur le reste de l'équipe parce que bah, Lee est quand même en mesure de marquer et oui, évidemment, ça sera jamais Erling Haaland, ça on est certain. Et je sais pas, je trouve que pour l'instant, c'est plus logique de construire comme ça que d'une autre éventuelle façon en me disant bah lui devant il va mettre des buts donc faut le laisser à mettre des buts. Bon, voilà. On me dit j'étais à l'Emirates, dit le symbole de la dégringolade du PSG en Europe. Ouais, dégringolade, oui c'est ça. En Europe, il était ridicule au milieu de Partey, Saliba, Raisenko. Bah ouais, mais Lee était peut-être ridicule, mais à ce moment-là, enfin Barcola était aussi ridicule face à Timber. Je parle même pas de Vitinha et Neves qui se sont fait déboîter, alors que Vitinha il y a 3 mois était un des meilleurs joueurs de l'Euro.
Warren a aussi été dans le dur. Enfin, globalement, toute l'équipe a été dominée. Arsenal, il n'y a pas de. C'est pas un match qui définit non plus tout ce qu'est un joueur. Enfin, sinon à ce moment-là, on s'arrêtait à Newcastle PSG, où pareil, on avait été dévoré dans l'impact physique et sur pas mal de points. Et voilà, ce n'est qu'un match. Tu peux pas t'arrêter à un match au bout d'un moment. Enfin, ça ne définit que une photographie de l'instant et du match en question. Et puis peut-être qu'il sera trop limité, mais comme disait Mathieu aujourd'hui tout à l'heure de façon très juste, il est meilleur que pas mal d'autres, donc il doit jouer. Ramos revient d'ici un petit mois normalement, un mois, parce qu'il avait pris 2 ou 3 mois d'arrêt, oui 3 mois, donc ça faisait mi-novembre, voilà. On dit si on n'était pas Sincèrement, juste. Oui. vas-y. Non, je dis juste, j'allais dire une vacherie sur Ramos, mais tu le mets hier à la place de Colomani, je sais pas si ça change vraiment la phase Non, du ça match. change rien. Moi je suis d'accord Parce avec que toi, tu fais hein. exactement la même mi-temps à 15 ballons touchés et il sort à la mi-temps. Je sais pas s'il sort à la mi-temps, parce que Luis Enrique semble vraiment pas fan de Randall, mais à la 60e, il est dehors. Ça, je suis bien d'accord. Ce qui change pas grand-chose dans le fond. Sur l'aspect Mais, collectif, oui, mais pardon sinon, Blaise, vas-y. juste pour finir sur Lee, là où effectivement, bah, de toute façon, on l'a tous reconnu aussi, et je pense que tout le monde peut être d'accord par rapport à ce qui lui est mis en concurrence. Mais en fait, là où actuellement, c'est vrai qu'il a une vraie utilité, et on l'a vu hier pour reconnecter avec la seconde période du match d'hier à Nice, c'est que lui, pour le coup, il assure un plus gros volume d'occasions, ou en tout cas de situations, et qui va avec ce dont l'équipe a besoin, vu bah, le manque de justesse ou de réalisme, c'est selon de nos joueurs dans la globalité, puisque on a une équipe où il y a beaucoup de joueurs qui sont capables de marquer. On a les deux latéraux qui ont déjà marqué cette saison, notamment. Mais il y a, au moins, Lee permet d'avoir ce volume-là qui, face à notre manque de réalisme, reste important, parce que on n'est pas l'équipe qui peut se contenter d'avoir 2 occasions et un but pour gagner. Ouais. Et puis Lee, avec ses 3 buts, est le troisième meilleur buteur du club aussi, il faut pas l'oublier. Parce que il y a que Barcola et Dembélé qui ont marqué plus que lui. Je crois que Colo en est à 3 aussi. Mais il y a un péno dans le tas, Lee, il n'y a pas de penalty. Oh là là, on nous dit on s'est présenté avec Lee en neuf en 2024 après avoir eu Zlatan, Cavani, Icardi, Mbappé. Bah écoute, il y a aussi eu des moments où on s'est présenté en Ligue des Champions avec un milieu de terrain Gay, Herrera, et je sais plus qui était le troisième, ça devait être Danilo ou Paredes. Et Voilà. Choupo-Moting a marqué en quart de Ligue des Champions. Il marque Je pense pas, qu'il il est était très passe D. gentil de citer, Il fait c'était la très passe, gentil de pardon. citer Icardi, en tout cas, dans la liste. Ouais, parce que son passage au PSG, je crois Mais qu'il surtout reste. en Europe, hein, mais Oui, surtout bon. Il est bien en Turquie, là, il est bien. Il est plus avec Wanda, mais il est bien. Je crois que quand Wanda a lancé son OnlyFans, ça a été le coup de trop dans le scoop. Ça s'est arrêté là. Et effectivement, on est allé à l'Emirates aussi avec Krikoviak devant la défense et Matuidi ailier gauche, ainsi que Lucas côté droit. Bon, tout n'a pas toujours été parfait à une autre époque aussi. Merci aux subbers, parce qu'on va passer au perf individuel. Non, Wanda n'a pas un OnlyFans. Elle a lancé un concurrent à OnlyFans en Argentine. Vous passez sur son compte Instagram, elle passe son temps à faire sa pub. Donc c'est pas très compliqué. Merci aux subbers. Donc, Vadim Ney, Quentin Moinet. Oh, incroyable. Pour ceux qui ne savent pas, Quentin Moinet, donc, qui est le vrai, je suppose, même je sais que c'est le vrai, est une sorte, même, pardon, c'est pas genre, c'est un peu l'équivalent de Vincent Duluc, mais version tennis, en comprenant ce qu'il raconte, hein, pas juste en faisant des phrases compliquées qui veulent rien dire à la fin, pardon. Mais voilà, donc je suis très surpris de le voir dans les subbers de Culture PSG. Donc, merci à lui, merci à Rebs7, à Rick Frido et à Rémi Despo pour les subs en cours d'émission. On va passer au perf individuel. Est-ce que Daryl n'est pas là? Il vous embrasse. Est-ce qu'on va pas parler de Gigio, j'imagine, à part si vous voulez absolument parler de notre gardien italien. Mais je pense qu'on n'a pas grand-chose à en dire sur le match d'hier. En défense, bah tiens, Mathieu, Blaise, de qui vous voulez parler? Marquinhos, Pacho, Hakimi, Mendes, par qui on attaque? Oui, Blaise. Ouais, j'ai bien envie de parler du capitaine pour démarrer.
Eh ben écoute, Parce je, que je cherche la je- photo du capitaine. Voilà. on avait, lui aussi avait fait l'objet d'une discussion ou en tout cas d'un échange suite au match de mardi. Et ouais, ça reste un joueur qui a énormément de qualité. Hier, moi, j'ai plutôt bien aimé son match. Je trouve que, et notamment, il y a l'action où il intervient bien sur le centre de Klose où il la repousse du pied gauche à côté du but. Et en fait, on voit toute l'équipe qui se jette sur lui et lui, en fait, qui est dans une certaine sérénité. Et en fait, c'est là où on se rend compte que malgré les années, malgré beaucoup de choses qui ont pu se passer, en fait, Marquinhos reste un défenseur qui a des fondamentaux pour défendre, qui reste très, très élevé et quand il est concentré et il est focus et là, notamment il y a notamment l'action où il prend le carton avec Hakimi qui le remet un peu dedans même si, l'équipe, elle, a eu plus de mal à s'en remettre. Je trouve qu'il a été plutôt bon dans ce qu'il a pu proposer défensivement. C'est vrai il a jamais les et c'est normal, hein. Je pense que dans la répartition des rôles, il n'a jamais les joueurs qui sont très physiques, qui lui imposent, des choses qu'il déteste. Donc, ça a été plutôt bon. Il a gagné des duels de la tête. Il a été assez serein techniquement. Il a malgré tout, et ça, on en a parlé, on en parle semaine après semaine. Je ne sais pas si c'est un manque de caractère ou en tout cas, parfois une prise de risque qui est trop faible par rapport au volume de ballons qu'il touche. Mais défensivement, vraiment dans la personnalité, dans ce qu'il, même dans les attitudes de capitaine dans un match qui a été un petit peu parfois mal arbitré, ou en tout cas un peu chaud avec les adversaires qui ont pu, eux, faire ce qu'il faut pour mettre en difficulté une équipe supposée plus forte. Je trouve que Marquinhos, il a bien répondu présent et ça reste quand même une vraie valeur sûre, même il a ses trous d'air, même s'il a ses attitudes défensives qui, au bout d'un certain nombre d'années, ne peuvent nous agacer. En tout cas, belle attitude. Vraiment, au-delà du foot, il y a une belle attitude de capitaine et je trouvais ça important de commencer par lui et en tout cas d'en parler parce que on arrive souvent à le pointer du doigt parce qu'il a beaucoup d'interventions, en fait. Je pense qu'il aime beaucoup intervenir et parfois, sur les buts, il est souvent le dernier joueur à être, visible. Mais quand ça lui enfin, il est plutôt bien dans son match et quand il est en réussite sur ses interventions, bah, ça donnera toujours un joueur qui est capable de faire des prestations à 6,5, si on devait noter. Ouais. Et non, franchement, le sauvetage, je dois admettre que très 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 beau geste défensif, franchement. On l'a pas souvent vu faire comme ça. Enfin, on a des souvenirs de Thiago Silva qui te sort des gestes défensifs absolument incroyables. Il y a 2 jours, je suis retombé sur un truc où il sauve un but sur la ligne avec Chelsea où il fait des jongles pour dégager un truc. T'es là, genre, mais comment il fait ça, quoi? Pour un défenseur, c'est inhumain. Et là, franchement, le tacle, Marquinhos, le centre de Klose, c'est quand même bon. Il sait que s'il se rate, c'est soit but du Niçois, soit but contre son camp. Parce qu'il n'y a pas il y a pas d'autre choix, hein. C'est ça, hein, globalement. Et il fait un geste, franchement. Honnêtement, je le pensais pas encore capable de faire ce genre d'action. Je sais pas si vous sur live si ça vous a surpris aussi de c'est pied gauche en plus Blaise, c'est ça, j'avais pas fait attention. Ouais, c'est ça, ouais, c'est du pied gauche et son geste, il est fou parce que je pense que bah, déjà nous, devant la télé, enfin, en tout cas, moi, je l'ai vraiment ressenti comme bah, il a essayé d'intervenir et comme beaucoup de défenseurs aimaient contre son camp. J'ai vu la réaction de Donnarumma, je pense que lui, il a pensé que le ballon irait dans son but. Et vraiment, moi, ce qui m'a marqué, c'est que bah, il était pleinement focus, il a fait une très bonne intervention, mais lui, il était dans son match, il avait plus les attitudes du jeune défenseur qui jouait aux côtés de Thiago Silva et qui célébrait chacune de ses interventions. Donc ouais, vraiment, je trouve qu'hier, sur ses interventions défensives, il a été très bon et le live me le rappelle, parce que j'en ai pas parlé aussi, il y a encore des opportunités de la tête, mais il n'a pas réussi à marquer et sa tête sur le poteau, c'est les déplacements qu'il aime faire et là où il domine beaucoup de joueurs. Ouais.
Audi, c'est chanceux. Non, franchement, je suis pas d'accord. Je suis pas le plus tendre avec Marquinhos, hein, parce qu'il y a des moments où il m'a beaucoup saoulé, mais je vois pas du tout de la chance dans son intervention. Au contraire, peut-être. Alors évidemment, il y a le risque du contrôle de son camp, mais il y a de la maîtrise et tout. Moi, je lui accorde en tout cas le bénéfice du doute en sa faveur. Et on nous dit sur les coups de pied arrêtés, on est plutôt bon sur les coups de pied arrêtés offensifs. Bah oui, hier, on a le but, puisque c'est Ousmane qui fixe 3 joueurs avant de décaler. Là. La frappe de Nuno Mendes en première mi-temps, c'est pareil, c'est sur un corner. La tête de Marquinhos sur le poteau, c'est après un corner. Il me semble qu'il y en a encore une autre. La frappe de Vitinha aussi, c'était après un corner. J'avais oublié. Il y a un corner aussi joué à deux où on entend même dans les micros que Luis Enrique dit à Ali Kangin de la donner à Ous, et en fait Ousmane il est contré dans la surface, ça redonne un Voilà. corner. Donc ouais, les corners à deux ont donné de nombreuses situations hier. En fait, faut pas voir nos coups de pied arrêtés offensifs comme une façon de mettre le ballon dans la surface. Au contraire, je pense que le PSG a une approche très particulière qui consiste à dire bah, on n'a pas forcément des grands joueurs devant, mais ils vont forcément être marqués. On a beaucoup de petits qu'on va pouvoir exploiter ou des frappeurs de loin ou des joueurs. En fait, quand je me demande s'il n'y a pas même un travail pour permettre à Dembélé ou à Hakimi de se retrouver, enfin surtout à Dembélé, en fait on joue le corner à deux pour que Dembélé se retrouve dans une situation où il est en dribble un contre un dans la surface déjà, en fait. Pas à l'extérieur, dans la surface, parce que le défenseur à ce moment-là ne peut pas faire faute, sinon c'est péno. Et c'est bon, c'est pire qu'un corner, un penalty, je vous le rappelle. Et j'ai vraiment l'impression que on utilise les corners euh, ou les coups francs comme ça, excentrés, non pas pour mettre la balle dans la surface, mais pour fixer l'adversaire dans la surface, justement. Et nous, pouvoir travailler autour, s'en rapprocher, ou créer des situations où on va être beaucoup plus à notre avantage. Faire frapper Dembélé, faire déborder, faire percuter Ousmane, faire frapper Vitinha, ressortir un peu pour que Lee trouve des angles un peu plus intéressants pour centrer, ce genre de choses. Et autant défensivement, bon, ça va un petit peu mieux sur les corners, tout ça, c'est pas génial, autant offensivement, on n'est pas si mal du tout. Hein. Oui, pour faire frapper Nuno. Après, les frappes de Nuno, c'est possible que c'était travaillé, j'ai un peu de mal quand même à y croire, mais bon, toujours est-il qu'en tout cas, c'est pas trop mal. Mathieu, on ne t'a pas du tout entendu sur le cas Marquinhos, même si je pense que t'as pas grand chose à rajouter. Est-ce qu'il y a un des défenseurs d'hier dont tu veux parler en particulier, ou un milieu, ou autre? Pas beaucoup d'inspiration sur les cas individuels, d'autant qu'on les a un peu effleurés, ou même Il n'y a pas de carrément souci. traités durant les, durant les remarques sur la prestation collective. Je sais pas de qui tu veux parler en particulier, Philo. Bah, moi j'avais dit que en fait, le patchisme, qui est donc le mouvement de soutien aux défenseurs équatoriens, non, plus sérieusement, il y a beaucoup de trucs en fait à dire dans son match. Et paradoxalement, il a beaucoup été non, le patchisme, pas le matchisme, le patchisme. Euh, il a été un peu critiqué pour son côté défensif face à Guessant, où franchement il y a un sacré duel. Hein. Guessant, à mon avis, il est pas loin vraiment d'exploser parce il a des choses qui sont, il arrive un peu à peu à mettre en place son jeu. C'est un joueur que je commençais déjà à bien regarder l'année dernière, sauf qu'il est pas loin d'exploser et que Pacho s'en est pas si mal sorti que ça. Non, moi ce qui me gêne en fait, c'est que Pacho, on a déjà parlé, c'est la relance, c'est qu'aujourd'hui, tant que Pacho fait ça, on simplifie la tâche de l'adversaire. C'est-à-dire que l'adversaire, s'il est un peu bien organisé dans son pressing, il sait qu'il doit se débrouiller pour que Marquinhos n'ait pas de place pour avancer côté droit, que Nuno soit un petit peu isolé, un peu dans un entre-deux côté gauche. Après, tu peux faire marquage individuel au milieu de terrain, et t'as pas de show qui doit assumer des choses. Et là, c'est là où ça se complique, et aujourd'hui, où je vais pas dire qu'il est problématique, mais je suis quand même pas loin de le penser, il doit faire plus, il est capable de faire plus, et voilà. Oui, l'an dernier, par exemple, excellent exemple, le pressing orienté sur Hakimi à un moment. Voilà.
peut-être qu'il va nous faire une Aroro en Ligue des Champions. Je le souhaite pas, mais bon. Et il faut qu'il prenne confiance. Je serais pas surpris que le staff lui le fasse le rassure ou lui fasse des vidéos pour lui montrer un peu que lâche-toi. T'as un bon pied gauche parce que je pense qu'il a un très bon pied gauche. Euh, Tu peux le faire en fait. Mais c'est vrai que à cet instant, c'est possiblement la meilleure recrue, comme on dit sur live. Je suis assez d'accord parce que aujourd'hui on n'imagine pas du tout le PSG sans Pacho. Mais c'est vrai que sur un match comme hier, face à un bloc niçois très regroupé, il y a eu des moments où je me suis dit, ouais, t'as Beraldo à ce moment-là. Alors tu prends une sauce monumentale quand Guessant arrive lancé, ça c'est sûr. Mais en revanche, à la relance, je pense que le Brésilien trouve des solutions que l'Équatorien n'imagine même pas. Mais c'est ça le problème quand tu as deux défenseurs de 20 et 21 ans avec des qualités aussi marquées et des défauts aussi marqués. Tu peux pas, il faut fusionner les deux. Oui, c'est ça, cher live. Mais c'est pas possible. Sinon, faut attendre que l'un et l'autre grandissent. Et puis à la fin, peut-être que Beraldo se rapprochera un peu des qualités de Pacho et que Pacho sera en mesure d'avoir un peu plus des qualités de Beraldo. Mais bon, c'est comme ça. Et c'est vrai qu'hier, le manque d'appétence de Pacho pour, pour la passe un peu qui donne des choses m'a un peu fatigué. Ouais. Ça fait pas de lui un mauvais joueur du tout. Hein. Au contraire, je considère que c'est vraiment un bon joueur. Et on l'a vu sur des très bons adversaires être largement au niveau. Et c'est vrai que Beraldo était pas bon à la relance dernièrement. Mais quand il joue arrière gauche, quand il joue central gauche en général, il est quand même d'un niveau un peu supérieur. Voilà. C'était mon point pas de show où j'attends beaucoup de lui et je sais pas si Mathieu, tu sais si en qualif il n'y a pas un Équateur-Brésil là qui va tomber bientôt. J'ai pas suivi. Attendez, je vais utiliser le formidable outil Brazil Soccerway sur l'ami Google. Et je vais vous dire parce qu'il me semble qu'on va bientôt avoir ce. Ah ben non, je suis bête, c'était la trêve de septembre, puisque le Brésil avait battu l'Équateur 1-0. But de Rodrigo, me semble-t-il. Avec une frappe de 25 mètres où Pacho, qui joue central d'une défense à droite, a été un peu long à sortir. C'est bien ça. Il a déjà eu. Il revient quand, Presnel? Ah bah alors ça, c'est une grande question, parce qu'il y a quelques jours, il était visiblement de nouveau Ah, outil. Alors, on peut, mais il va te reprendre de voler. Non, mais on sait pas trop. C'est assez flou, Presnel, mais dans tous les cas, il va pas reprendre la compétition comme ça. Il faut déjà qu'il fasse des séances complètes. Ça se comptera pas en semaine, je pense. Ça se comptera encore en mois. Mais c'est vrai que ça fera peut-être du bien sur certains points. Blaise, Mathieu, un autre joueur dont vous voulez parler, où on estime qu'on a un peu fait le tour. On a parlé de. Oui, Blaise? Ouais, non, je voulais. J'allais te dire que honnêtement, au milieu de terrain, moi, je voyais pas trop. Après, comme Mathieu l'a dit, on a beaucoup parlé des prestations individuelles et sinon, s'il y avait des choses à ressortir, ce serait peut-être négatif. Après, moi, je voulais peut-être, on va parler rapidement hein, de Dembélé quand même. Parce que Dembélé, c'était un joueur et je me rappelle que tu sentais peut-être un match rebond avec un but et une célébration un peu provoque. Et il n'y a rien eu de ça. Il y a eu malgré tout du bon. Mais vraiment, il y a eu lui, il a matérialisé un peu la déconnexion technique de nos joueurs avec on les voyait pas forcément, enfin, lui, pour parler de la prestation individuelle, on ne le voyait pas forcément prendre d'énormes risques quand il était en 1 contre 1, mais malgré tout, il manquait cette justesse, que ce soit loin des buts ou généralement, même quand il est pressé très fort, il arrive avec sa qualité, ses 2 pieds, la difficulté à le lire, à trouver des solutions pour s'en sortir. Là, il prenait pas énormément de risques, mais il y a eu cette passe très tôt ratée dans le match. Il y a eu des difficultés quand il était un peu en phase arrêtée, soit à prendre un peu de vitesse, comme s'il était émoussé, et je pense pas forcément que ce soit le cas, mais il y avait des manques, il y avait vraiment des manques à ce niveau-là, et lui aussi, on a parlé de lui et de son apport, et on connaît un petit peu la relation qu'ils ont réussi à développer parce qu'ils occupent parfois des zones assez proches. Là, en fait, on a retrouvé
le joueur peut-être qui ressemble plus à celui de la saison dernière ou moins intéressé par le but, même s'il y a il y a eu des tentatives et il y a eu notamment une frappe qui a été très bien arrêtée par Boulka, mais il y a surtout eu la volonté de faire jouer Hakimi, il donne cette passe décisive à Nuno Mendes. Il avait même en première période, dans le moment où on était relativement mieux, il avait donné une très belle passe en profondeur pour Barcola qui n'arrive pas à dominer son adversaire et donc à passer devant pour finir. Donc, c'est un Ousmane que moi, à titre personnel, et j'ai pas forcément aimé son match parce qu'il y avait, je pense, un peu de timidité. Mais moi, Ousmane Dembélé, je le préfère vraiment quand, en fait, le but, c'est pas l'unique chose qu'il recherche et que bah, il est dans ce qu'il sait faire, il dribble, il crée des espaces, des différences et surtout, il donne d'énormes ballons. Et avec sa qualité technique, sa qualité de dribble, il aura des situations, mais quand il n'est pas omnibulé par le but, pour moi, c'est là où il s'exprime le mieux. Et en deuxième mi-temps, c'est pour moi bah, un beau rebond après cette semaine. Et même il aurait, je pense, préféré marquer et donner la victoire, je pense que quand il est comme ça, dans l'état d'esprit qui est comme ça sur le terrain, bah, ça reste notre arme offensive numéro une, Ouais. On même sans dit, marquer. ouais, on dit sur live, la passe pour Barcola est magique. Ouais, très très belle passe. Belle action d'ailleurs de transition, fortement applaudie par l'entraîneur, comme quoi il n'aime pas que le jeu placé. Non mais je sais pas, vous l'avez pas entendu en train d'hurler. Si, je crois qu'il hurle. Si Colo, si. J'étais là genre ah bon c'est bien, il va peut-être pas le sortir à la mi-temps. Bam, un quart d'heure après il était dehors. Tu peux prendre ta douche Colo, ça suffira finalement. Mais pour revenir sur Dembélé, j'avoue que j'aurais aimé qu'il marque sur la très belle frappe du gauche que Boulka repousse. Mais il m'a un peu fatigué à tenter encore quoi, 3-4 frappes de trop. Je crois qu'à un moment, il y a Barcola qui lui dit oh, la passe là. Ou c'est Lee, je sais pas. Mais ça fait partie du jeu. Non, juste, à part si Mathieu veut rajouter quelque chose sur Dembélé, mais je pense que, comme il l'a dit, il a pas grand chose à rajouter. Un petit mot quand même sur João Neves en première mi-temps, où il y a des moments où je voyais des joueurs parisiens qui, dans les duels, étaient vraiment en train de baisser les bras et tout. Il abandonne pas. Il a quand même un sacré caractère, le petit bonhomme, hein. Enfin, il est pas si petit que ça d'ailleurs, 1m75. Mais je sais pas quel poste il va finir au PSG. Je sais pas s'il sera sentinelle, relayeur droit, dans un double pivot, enfin voilà. Mais c'est quand même un joueur de foot qui a un peu. Enfin, c'est là où je pense qu'il a vraiment un trait du très haut niveau, du très 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 haut niveau. C'est qu'il a le talent et le caractère. Et on a eu des joueurs au PSG qui avaient beaucoup de talent, mais où le mental, le caractère, ça s'effondrait un peu quand les circonstances se tournaient au vinaigre. On en a eu d'autres qui avaient un mental, mais en acier trempé, mais en revanche, avec les pieds, c'était parfois un peu compliqué. Tapez Mathieu dit femme, vous aurez des réponses. En revanche, lui, on dirait vraiment qu'il a les deux. Mais quand il faut aller au mastic, bah il y va, il a pas peur. Et quand il faut éclairer le jeu, pareil, il y va, il a pas peur et il sait faire. Et comme j'ai dit, il a 20 ans, il va se développer, il va grandir. Mais je suis pas loin de penser que déjà à cet instant, vu ce que donnent les trois autres, que sont Ruiz, Vitinha et Warren, qui sont soit pas dedans, soit très irréguliers, soit à moitié blessés, aujourd'hui, ton milieu numéro 1, je pense que ça doit être Joao Neves en fait. Même s'il a 20 ans, même s'il se jette un peu, sur le terrain, il fait plus que les autres, j'ai envie de dire presque à tous les niveaux. Donc, eh ben, écoutez, le PSG, peut-être qu'il va confier une part de son destin 2024-2025 à un petit Portugais de 20 ans qui était jamais sorti de Lisbonne. Bah, oui, parce que c'est un joueur vraiment différent. Et même si je suis pas certain que on trouvera par exemple une meilleure complémentarité avec lui au milieu,
Par exemple, meilleure complémentarité que ce qu'on avait vu, comme tu l'as dit Mathieu, sur la finale de Coupe de France contre Lyon, où on voit vraiment un milieu de terrain très 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 complémentaire dans ce qu'il veut proposer, dans plein de choses. Mais en revanche, je pense qu'individuellement, de tous, c'est celui qui a le plus haut plafond parce que il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses, quoi. On me dit dans les buts, il s'imposerait mieux sur les ballons aériens que Gigio. Je sais pas, mais en tout cas, vraiment un gros caractère qui fait plaisir à voir. Sans que ce soit forcément, même sans que ce soit du tout un tacle pour, euh, pour les autres milieux de terrain. Mais bon, autant je m'inquiète beaucoup pour Vitinha, qui a encore fait une entrée particulière, autant João Neves, je pense que le temps le mettra à sa place naturelle, mais son influence sur l'équipe me paraît vouée à être peut-être pas Verratienne, mais pas loin quand même. Parce que qu'est-ce qu'il est fort quand même dès son âge. À suivre. Tiens d'ailleurs, Blaise, Mathieu, l'entrée de Vitinha, question très précise, écoutez bien. Est-ce que vous pensez que les nombreux contrôles de balles ratés disent des choses quant à l'état de sa cheville? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que j'avoue que, en fait, l'entrée de Vitinha, elle est pas spéciale. Enfin, il y a du bon et du moins bon. Il y a deux jolies frappes, enfin une jolie frappe, une frappe où ça manque un peu de calcium. Mais j'avoue que Vitinha, qui est un joueur parfaitement propre, qui rate un contrôle sur deux, alors que le terrain n'avait pas l'air spécialement mauvais, ça m'interpelle, on va dire. Et je me dis, mais attends, c'est pas possible. Il a mal en fait. Je pense est-ce qu'il a mal au moment du contrôle? Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il n'est pas en confiance? Blaise, Mathieu, un avis sur les. Pas de rythme, mais il joue régulièrement. Donc, je sais pas. Un avis, là, faut répondre un des deux. Oui, Blaise, vas-y. Mathieu ne se, Ouais, se cache. non, mais ouais, je Vas-y. savais pas si Mathieu allait y aller, comme il a un peu moins parlé ces derniers temps. Je pense que ça peut être un sujet qui n'est pas dans les performances individuelles directement. Je sais pas. Bon, bah, je vais y aller, hein. Vas-y. Non, vas-y. Ok. Non, mais il n'y a pas de souci. Ouais, donc, ouais, non, moi, j'avais. Bah, on les a tous notés, hein, évidemment, ces nombreuses touches de balle. Et j'ai même envie de dire, plus que les nombreuses touches de balle, c'est Vitinha, c'est comme Lee, c'est comme ces joueurs-là très propres techniquement. C'est avant les premières touches de balle, c'est la première tout court qui à chaque fois, en fait, lui échappait un petit peu. Je pense qu'il y a inévitablement, pardon, des sensations. On va pas forcément parler de blessures, mais des sensations, parce que Vitinha, on connaît son jeu. Il a la particularité, quand il est touché, très souvent, il va mettre semelle. Il va mettre la semelle comme premier geste. Et, et là, en fait, je l'ai trouvé pas alerte. Sur le premier ballon, il avait quand même une bonne capacité de déplacement. Je l'ai trouvé qui se mouvait plutôt bien sur le terrain. Mais c'est vrai que les sensations avec le ballon, pour moi, je pense que c'est plus de la gêne. Peut-être aussi, on le sait jamais, mais du strapping, vraiment avec une cheville qui est très protégée et qui lui offre pas l'élasticité dont il a besoin généralement pour être performant. Donc, je pense qu'au niveau santé, on n'est pas forcément sur un joueur qui va mettre du temps à revenir, mais il y a des sensations à retrouver, surtout sur une blessure à la cheville pour un joueur qui, lui, en fait, manier le ballon, c'est ce qu'il a toujours fait et ce qu'il aime beaucoup. Donc, je pense qu'on est plus sur un joueur qui a des mauvaises sensations, qu'il a en plus rentré dans un match où il fallait essayer d'accélérer, de jouer vite, et on connaît parfois sa réticence quand il est haut sur le terrain à prendre le risque. Mais on a vu sur les frappes que je pense pas qu'il soit particulièrement gêné par des douleurs, mais il y a besoin de retrouver des sensations et de jouer. Je pense que Vitinha, c'est un joueur qui on l'a vu, il a joué, mais j'ai l'impression que depuis sa blessure, on l'a plus vraiment vu sur le terrain, Ah et bah, en tout cas, on l'a plus vu bon. Donc moi, je suis d'avis que c'est un joueur qui a besoin de jouer. Peut-être pas en sélection parce que c'est la dernière fois qu'il s'est blessé, c'était là-bas. Mais chez nous, il va falloir passer par lui redonner sa place dans l'équipe.
parce que malgré tout, on voit qu'il a, je pense, des qualités qui manquent à cette équipe avec le ballon. Ouais. Lui qui Mathieu, aurait vraiment eu besoin qu'il reste à Paris pendant la trêve. En fait, c'est un peu ça qui est dommage. Je sais pas si il y a moyen de s'arranger avec nos amis du Portugal, je mais sais que. bah, Attends, excuse-moi, je te ouais. coupe. La liste portugaise, elle fait genre, je crois, 27, 29 noms. Enfin, j'ai vu le truc, c'est un parchemin, quoi. Je fais, mais qu'est-ce qu'ils font avec tous ces joueurs? Donc, c'est possible qu'effectivement, ils ratissent large et qu'ils les renvoient assez vite. De mémoire, le Portugal, Roberto Martinez n'est pas du genre à garder les joueurs quand ils sont un peu touchés. Il comprend très bien les problématiques de club. Bah, il a été coach en club quand même pendant longtemps. Je serais pas surpris que Vitinha il soit de retour à Paris après le premier match ou un truc du genre, quoi. Vas-y, je t'en prie, Mathieu. Non, mais c'est vrai que la première trêve aussi l'a un peu coupé parce que depuis, bah, il a eu des matchs où il est absent, des matchs où il a joué pas à 100%, d'autres où il est rentré en jeu. Donc, au final, assez peu de continuité. Et avec un état physique qui s'est pas, enfin, qui a été un peu chancelant parce qu'il n'y a jamais eu comme priorité en fait sa récupération. T'en as eu besoin pour faire tourner, aussi pour augmenter pour rester compétitif tout simplement. Et t'as pas vraiment pu le faire récupérer comme je pense aurait été nécessaire. Tu vois d'ailleurs que tu le lances directement à Arsenal alors qu'il avait repris l'entraînement 2 jours avant. On va dire que c'est pas l'idéal. Après, c'est les aléas d'une saison. C'est vraiment la trêve internationale qui te coupe un peu comme ça et qui te gâche entre guillemets 2, 3 semaines de compétition. Donc, il faut espérer vraiment qu'il arrive à récupérer pour de bon, à se remettre pour de bon, mais qu'il puisse enchaîner à la reprise parce que pour le coup, si t'as pas un Vitinha à bon niveau cette saison, tu vas avoir de gros soucis. Donc, mais après, je suis pas forcément pessimiste en soi parce que il avait très bien démarré au mois d'août, par exemple. Donc, il y a pas de raison. Ouais. Non, mais c'est pour ça que je pense qu'il y a un souci physique. C'est que, comme tu le dis, au mois d'août, il était excellent au Havre. Il est excellent à. Son premier match, c'est Montpellier. Montpellier, c'est Voilà. Montpellier. Le niveau du joueur, je suis pas inquiet, il va le retrouver. Le problème, c'est quand. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, qu'on a une poule de Ligue des Champions, enfin un calendrier qui est délirant, et que le PSG ne peut pas trop se permettre de ne pas avoir ce qui est sur la saison écoulée son meilleur milieu de terrain et même son meilleur joueur. Enfin, je sais pas si on se rend compte. Luis Enrique, il a dit il y a 3 mois, hein, c'était, hein, non 4 mois, le meilleur joueur de la saison écoulée, c'est Vitinha. Aujourd'hui, Vitinha, ça fait, je crois, 1 mois et demi qu'il n'a pas joué plus de 60 minutes avec le PSG. C'est-à-dire que il sort pas, enfin peut-être qu'il sort parce il a mal, mais aussi parce qu'il est pas bon. Et 1 mois et demi que ça dure, ça commence à faire long. Et j'avoue que j'ai aucun doute sur le niveau intrinsèque, hein, ce qu'il nous a montré l'an dernier, que ce soit, enfin en demi-finale, c'est le meilleur Parisien encore, aussi bien l'aller que le retour, le poids qu'il avait dans le jeu, même le début de saison, il était là. Mais c'est vrai que là, ça s'éternise et je suis un peu perplexe sur ce que quand on va revoir le vrai Vitinha, quoi, tout simplement. On espère que la trêve va lui faire du bien. Est-ce qu'il sera de retour dès le comment ça s'appelle? Dès le match contre Strasbourg, on verra. Bon, on va voir. Blaise, Mathieu, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur le Nice PSG où on a fini? Je pense qu'on a globalement fait le tour. On va éviter de s'acharner sur Randall, sur l'entrée extraordinaire de Marco Asensio et sur d'autres choses du même genre. Donc, on a tout dit. Je sais plus, je crois que tout à l'heure il y avait des questions sur live, j'ai pas répondu à des trucs, à pas mal de questions. Non, il y avait une question, oui, un truc que je voulais y répondre parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez du retour éventuel de Paul Pogba en région parisienne, tout ça, tout ça. Alors, je- j'adore Paul Pogba. Euh, c'est un joueur que je trouve qui a été vraiment extraordinaire à un moment de sa carrière. Mais je vois pas comment vous vous dites que c'est une bonne idée en fait. Parce que à chaque fois qu'il revenait en Île-de-France, il se faisait littéralement mais racketter par des gens. Il a eu des problèmes extrasportifs qui sont allés très 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 loin. On parle d'extorsion, de menaces avec des armes et tout ça. On parle d'un joueur de 31 ans qui, avant même d'être suspendu pour dopage, avait d'énormes soucis physiques. La saison 2022-2023,
donc c'est celle avant qui tombe pour dopage, je crois qu'il joue 160 minutes au total. 160 minutes. Enfin, un truc, je suis retombé dessus il y a 2 jours, c'est délirant. Donc, s'il vous plaît, laissez Paul où il est, qu'il se repasse, repose, qu'il se relance. Mais entre son âge, les soucis extrasportifs et tout ça qu'il a pu avoir, hein, mais qui peuvent vite recommencer parce que Paris, c'est pas si grand que ça, laissez-le tranquille. Mathieu, tu veux rajouter quelque chose sur sa dernière saison à la Juve, toi qui suis ou qui suivait la Juve? Bah, il n'y a pas grand-chose à dire puisqu'on l'a pas beaucoup vu. Mais tu le verrais pas venir au PSG dans les valises d'un certain Zinedine Zidane, comme l'annonçait des photos bien informés. Voilà, mais non, non. Voilà, c'est le. Enfin, ça n'a pas. Enfin, c'est comme N'Golo Kanté, vous le verrez jamais au PSG. Trop de problèmes pour ces joueurs-là à revenir en Île-de-France. Non, en plus, c'est plus Beaucoup le trop. projet du PSG. Donc, Voilà, c'est pas du tout le projet du PSG. Et vraiment, Pogba, je l'ai beaucoup défendu, hein. Vraiment, pour moi, c'est. Quand j'ai lu il y a quelques semaines que Griezmann était le meilleur joueur de la Coupe du Monde 2018, je fais Polo, quand même. Donc j'ai vraiment beaucoup d'amour pour lui, mais c'est vraiment pas un joueur pour ce PSG-là. C'est ni logique, ni une bonne chose pour lui, en fait. Il y a rien. C'est un mariage qu'il faut absolument éviter, quoi. Alors après, si. On sait jamais, hein. On n'est jamais à l'abri d'un Nasser Al-Khelaifi qui se dit si je m'achetais une star, mais je pense que ça ne se fera pas pour plein de raisons. Et je pense que l'entraîneur ne saurait pas quoi en faire en plus. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi que j'avais lu dans le live tout à l'heure? Si vous avez des questions auxquelles j'ai pas répondu, vu qu'on a fait assez court sur Nice PSG, n'hésitez pas. Et il y avait ah oui, le taux de défaite de Luis Enrique en compétition européenne. Bah, il y a un truc très simple, c'est que vous prenez le calendrier en fait. C'est que Luis Enrique, l'adversaire le plus faible qu'il a joué l'an dernier, ça a été Newcastle. Bon, vous avez pu constater à quel point c'était faible. Cette année, c'est Gérone. Et le truc, c'est que comme il est allé loin en Ligue des Champions, il a joué beaucoup d'équipes de bonne qualité, voire beaucoup de très bonnes équipes. Et forcément, bah, les stats, elles baissent. Mais c'est surtout que quand ton équipe la plus faible affrontée sur 2 compétitions, c'est respectivement le quatrième de Première Ligue et le troisième de Liga, c'est compliqué. Le taux de victoire, forcément, il va baisser. Après, moi, ce que je vois, c'est que de l'RQSI, il n'y a que 2 entraîneurs, 3, pardon, qui sont allés en demi-finale Ligue des Champions. Il y a Thomas Tuchel, Maurizio Pochettino et lui. Donc peut-être que Laurent Blanc, il a un pourcentage de victoire bien supérieur, mais il a fait 3 fois quart de finale, ou 4 fois même, je sais même plus combien de fois on était abonné au quart de finale. Et c'était pas trop ce qui était demandé, alors qu'il avait probablement un bien meilleur effectif à l'époque. Donc, le taux de pourcentage de victoire ne dit pas tout, loin de là. Je sais pas si Mathieu ou Blaise veulent compléter, mais c'est vrai que c'est pas non plus l'alpha et l'oméga. Oui, Blaise? Ouais, non, mais c'est la liste des adversaires, quand on s'y penche, c'est vrai que elle dénote, ou en tout cas leur qualité montre que on a eu, je pense, depuis la saison dernière, une chance au tirage qui n'est plus présente, que ce soit déjà dans la phase de poule classique, parce que c'est vrai que rencontrer 3 adversaires comme on a pu les rencontrer l'année dernière avec deux demi-finalistes et un finaliste. On avait Newcastle qui était sur un projet qui était inconnu, on va dire, mais qui avait une bonne équipe, en tout cas des bons joueurs. Et puis le Milan AC qui restait une grosse équipe. Et surtout cette saison où, statistiquement, et c'est le cas, et on le voit avec les inquiétudes peut-être des supporters ou des observateurs sur le calendrier du PSG, et on ne pouvait pas faire plus difficile. Que ce soit même parce que le nombre d'adversaires, on va dire, on pouvait au maximum rencontrer au minimum, pardon, rencontrer 3 adversaires de qualité. Mais même dans le profil des adversaires, quand tu sais que on a rencontré Arsenal, qui est une équipe qui physiquement a des capacités qu'on n'a pas, et en tout cas qu'on n'a pas en tout cas en octobre, et on l'a vu mardi. On a un Bayern Munich
certes concède beaucoup, mais qui est une équipe qui met un rythme dans les matchs, qui arrive à se créer un volume d'occasion, qui joue très très haut, mais ça on aura l'occasion d'en reparler dans quelques semaines. Donc, qui est aussi une équipe qui peut poser des problèmes. On a la découverte de l'Atlético Madrid où même si ça c'est plus l'équipe aussi régulière et aussi forte défensivement que les saisons précédentes, on voit quand même que on est favori avec toujours le petit oui, mais si Simeone fait quelque chose. Donc, dans le profil des adversaires, on voit on a vraiment un parcours qui est difficile et qui, inévitablement, avec ce qu'est l'opposition en Europe, et surtout quand tu dois aller jouer à l'extérieur, rend les statistiques ou en tout cas le taux de victoire moins important. Et là, en l'occurrence, pour reparler de quelque chose en Ligue des Champions notamment qui m'agace, c'est de souvent dire que le parcours de l'année dernière du demi-finaliste, c'est 5 défaites. Mais en fait, les 5 défaites, il y a les deux demi-finales. Donc on arrive en demi-finale en ayant 3 défaites, dont 2 en phase de groupe. Je pense que ça peut arriver et on n'est pas la première équipe à pouvoir arriver en demi-finale en ayant eu 3 défaites, pardon, sur le parcours. Et encore plus maintenant avec Mm. peut-être la nouvelle formule. Ouais. Tiens, un avis, enfin une question un peu différente. Oui, on nous dit le problème, c'est surtout de mettre au but contre. Oui, totalement. Euh, c'est bon. Oui, c'est Oui, même le principal problème, hein. oui, c'est c'est à cause de ça qu'on n'était pas à Wembley, hein. On nous dit un avis sur le peu de changements de Luis Enrique. 3 à Nice, 2 à Arsenal. Faiblesse du banc ou manque de confiance sur les profils? Alors, qui veut se lancer? Tiens, juste, je finis. On nous dit Liverpool arrive en finale en 2019 avec 4 défaites. Voilà, donc c'est pas non plus un chiffre. Et je crois même que cette année-là, je me demande s'ils n'ont pas pratiquement que des résultats négatifs à l'extérieur, sauf à Munich, où ils vont gagner et c'est leur seule victoire à l'extérieur de toute la campagne. Tout le Mais reste, 2019, c'est quand ils sont dans notre groupe, ouais, où ils ils, perdent à Belgrade, ils perdent à Naples, ils ils perdent au perdent chez nous. Parc, ils perdent. Je me demande s'ils perdent pas à Porto aussi en quart. Je crois qu'ils Ouais, je perdent crois qu'ils perdent 1-0 à à Porto. l'aller. Ouais, c'est Et ça, bon, par contre, je crois qu'ils exactement. leur mettent 5 au retour. Et non, 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 ils perdent pas à Porto, mais ils perdent justement en demi-finale aller à Barcelone. Ils gagnent 4-1 à Porto, c'est ça, voilà. Donc ils ont fait 4 défaites pour aller pour aller jusqu'en finale. Et en finale, en 2019, ils gagnent. Voilà. Donc je disais, peu de changements en ce moment. Profil, il n'a pas confiance. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, tiens, Mathieu, ton avis? Tu vas pouvoir persifler à tout va, je t'en prie. Bah, regardez le banc, hein. C'est fait rentrer Skriniar, Beraldo, Zag, Mayulu, Mbaye. Doué. Le Oh, seul qui aurait pu rentrer en plus, c'est Doué, mais est-ce que tu sors Dembélé, Barcola, alors que tu veux marquer un but? non, je suis d'accord. En fait, tu vois, il y a à Nice, c'est vraiment le banc qui est pas assez fort. Puis tu as déjà fait un changement à la mi-temps, tout ça. À Arsenal, je pense que en Ligue des Champions, sur des matchs comme ça un peu serrés, je suis pas sûr que tu fasses très souvent plus de 3-4 changements, honnêtement. Donc, effectivement, pour moi, il manque un ailier dans l'effectif, au moins un ailier, mais ça, je serais pas surpris qu'il arrive dès cet hiver. Euh, après, Doué, à mon sens, c'est un joueur qui pourrait jouer plus, mais j'ai pareil, sa cheville, visiblement, c'est un peu tendu parce que là, il arrive en espoir, il est reparti direct. Donc, faut voir. Mais oui, il n'y a pas un choix monstrueux pour certains matchs. Voilà. Et que ce soit Arsenal ou Nice, je suis pas sûr que ce soit des matchs où tu peux lancer des jeunes en attaque. Je vois pas Seny Mayulu être lancé hier soir contre Bombito qui était prêt Bah, à tacler. il a pas réussi une apparition depuis le début de saison, Mayolo. Voilà. Non, c'est pas la charité, hein. Non, mais tu as raison. Le temps de jeu, ça se mérite. Au bout d'un moment, faut être bon. Mais oui, je pense que le PSG manque d'un joueur en sortie de banc, energizer, capable de jouer des deux côtés et tout ça, quoi. Ça fait partie effectivement des regrets du mercato. C'est comme ça. Oui, Blaise, tu voulais rajouter quelque chose ou non? Ouais, non, après, dans la question, c'est peut-être un élargissement ou je sais pas si la personne posait aussi cette question dans ce sens-là.
il y a d'un match à l'autre, et tu l'as dit, je pense que tu pensais qu'il ferait tourner un petit peu plus. Et il y a, je pense toujours, au-delà des jeunes, des Mayolu, des Agué, des Diaby, il y a, je pense, le fait que quand tu viens au PSG sous Luis Enrique, et on le voit avec l'intégration de Doué, c'est assez compliqué d'être performant dès le début quand on a ce type de profil. Et je pense que, en fait, là où on peut parfois rejoindre ceux qui vont pointer du doigt le manque de qualité de l'effectif, je pense que c'est dans l'homogénéité et dans la capacité à ceux qui sont sur le banc en dehors des milieux de terrain, enfin du quatrième milieu de terrain, parce qu'il y a souvent entre Ruiz, Vitinha, Neves et Warren, euh, on a du mal, je pense, à avoir des joueurs qui sont proches en termes de performance, ou en tous les cas avec lesquels on est en droit d'attendre un niveau minimum de performance. Et donc je pense que ça joue aussi sur le fait d'une incorporation moins grande que ce qu'il a pu nous dire, et en tout cas faire passer comme message depuis le début de saison. Très bien. On me pose une question, est-ce qu'on peut récupérer Moscardo, est-ce qu'on va récupérer ou est-ce qu'on peut récupérer Moscardo cette hiver? On peut le récupérer. Je pense qu'on ne va pas le récupérer pour une raison très simple, c'est qu'il est toujours pas apte. Mais faut savoir que le stade de Reims nous met gentiment les conférences de presse de Lucas Elsner en intégralité. Et donc on peut avoir comme ça une fois par semaine des nouvelles Moscardo. De façon un peu plus sérieuse, en gros, Reims avait récupéré le joueur qui souffrait, qui s'était fait mal à la cuisse, et Reims a compris qu'en fait le souci était à la hanche du joueur. Donc vous savez qu'il n'a pas joué pendant très très longtemps, et visiblement après son opération au pied gauche, il n'arrivait pas à retrouver ses sensations athlétiques. Il trouvait ce que j'ai compris, hein, j'ai pas prenez un peu du recul, je vous en parle, c'est un peu conditionnel tout ça. En gros, il n'arriverait pas trop à retrouver ses sensations athlétiques notamment. Et en fait, ils ont visiblement, enfin ce que dit Reims, c'est qu'en gros le problème était à la hanche. Ils ont trouvé le problème, c'était il y a 2 ou 3 semaines. Depuis, effectivement, il a pu reprendre l'entraînement, alors que pendant longtemps il s'était même pas entraîné, il pouvait rien faire. Là, il a repris l'entraînement en milieu de semaine dernière. Elsner avait dit il sera peut-être dans le groupe, mais ça risque d'être juste. Et bah là, il va pas partir avec le Brésil U20, il va rester à Reims en théorie. Et donc, je pense qu'il sera dans le groupe pour le premier match de Reims après la trêve. Après Reims, attention, ça tourne, hein. Atangana, Fofana au milieu de terrain, ça va pas être simple, hein. Il a une chance, Moscardo, c'est que Teddy Temal, capitaine, qui est milieu de terrain un peu plus haut que lui, hein, un peu plus offensif, et pas trop en odeur de sainteté. Donc, je suis pas sûr qu'il lui prendra beaucoup de temps de jeu. Mais pour le reste, Moscardo est donc en vie. Et oui, Reims est quatrième et c'est pas volé, hein, c'est une belle équipe. Et Reims, ils ont fait 1-1 contre Paris, ils sont allés chercher un 2-2 à Marseille. C'est vraiment pas volé. On me dit, désolé, mais on savait à quoi s'attendre en le signant alors qu'il avait une tumeur. On savait effectivement à quoi s'attendre, mais les médecins avaient dit à l'époque, ça se soigne très bien, il va être opéré, il va revenir, ça sera parfait. Ce que Luis Enrique aussi a dit en juillet, je crois, ou en août, sur la première conférence, ou une des premières conférences de presse qu'il donne, c'est qu'il dit, ouais, le joueur qu'on avait observé à l'époque, en décembre 2023, ou avant, là, quand il était au Brésil, qu'il était vraiment très bon, c'est pas le joueur qu'on a récupéré. Il faut qu'il se remette en route, il se remette au niveau, c'est un très jeune joueur, mais c'est pas du tout un faux joueur. Vraiment, quand je vois du Gustavo Ebling, ça me fait mal pour lui, parce que Gustavo Ebling, il a même jamais joué en professionnel au Brésil, je crois. Moscardo, c'était un des très gros potentiels du championnat, avec des courtisans vraiment de bon niveau, Barça, Chelsea, vraiment ce genre d'équipe. Et là, le problème, c'est que le pauvre, il vit une année 2024, mais c'est un calvaire. La visite médicale qui passe pas, l'opération, le retour à Corinthians, où quand il rejoue, il est hors de forme. Il arrive à Paris, il est pas super bon non plus. Il va à Reims, il a un problème musculaire, il lui détecte ce problème à la hanche. Maintenant, ce qu'il faut espérer pour lui, c'est qu'il arrive enfin à jouer. Mais pour l'instant, c'est un enchaînement de malchance qui lui tombe dessus alors qu'il n'avait jamais rien eu de tout ça. Au contraire, il était titulaire en championnat du Brésil à 18 ans à peine. Et autant le championnat du Brésil, le rythme est pas très élevé parce que bah, c'est l'Amérique du Sud et c'est un peu caractéristique. Autant c'est un championnat où si physiquement t'es pas prêt, tu te fais éclater
parce que ça joue dur, vraiment. Et lui, il répondait. Donc, faut attendre, faut lui laisser le temps. Mais c'est comme ça. Je sais que je suis ça toutes les semaines en espérant récupérer le vrai Moscardo un jour, mais ce n'est toujours pas le cas, donc il faut juste prendre son mal en patience. Après, vu qu'il joue pas à Reims pour l'instant, qu'on est déjà octobre, même si le PSG se disait on va le récupérer, je pense que si on activait une clause pour le rapatrier cet hiver, ça serait pour le reprêter ailleurs, parce que il joue pas, il a pas joué la moindre minute avec Paris cette saison, donc il peut éventuellement faire un autre club. À voir. On va suivre ça dans les prochaines semaines. Que doit-on penser de Fabien Ruiz qui franchement il fait pas grand chose avec le PSG par rapport à ce qu'il produit avec l'équipe nationale. Mais pas tout à fait le même poste, pas tout à fait le même collectif, pas tout à fait les mêmes joueurs autour. On va voir s'il est bon avec l'Aurora là pendant la trêve aussi. Mais ça fait partie des rares joueurs comme lui, Skriniar, tout ça, qui ont besoin de jouer et pour qui la trêve va pas forcément faire du mal. On va voir. Le ruizisme ne mourra jamais. C'est un sentimento qui s'est exprimé jusqu'au 14 juillet dernier au sommet de l'Europe, donc immortel désormais. Quand est-ce que Lucas Hernandez reviendra? Il a toujours été évoqué début janvier pour la compétition, tout ça, ils ont toujours dit ça. Je sais que l'an dernier, que le Bayern, enfin la dernière fois que c'était fait les croisés avec le Bayern, ça, il était revenu un poil plus tôt de mémoire. Peut-être qu'on le reverra en compétition fin décembre, par là, ou au moins à l'entraînement à partir de novembre, ouais, je pense, ouais. Mais bon, le PSG ne va sûrement pas presser les choses, vu qu'il en est à sa 3e rupture des croisés, si je me trompe pas. Donc, laissez-lui du temps à ce jeune, il sait à peu près ce qu'il fait, et puis ça sera très bien pour tout le monde. Est-ce qu'il y a une dernière question ou pas? Les nouvelles du Néo Twito Presco, on en a parlé vite fait, pas de nouvelles. Ça serait bien qu'il s'entraîne un peu quand même, parce qu'un joueur qui s'entraîne pas, c'est quand même rarement bon signe pour son état de santé. Voilà. Bon. On a, je pense, fait le tour de l'actualité du Paris Saint-Germain. Je ne vous promets pas de podcast. Tiens, une dernière question, ok. Ramos, vous pensez qu'il sera utilisé en 9, qu'il passera devant Asensio et Lee? Mathieu, Blaise, est-ce que l'un d'entre vous veut répondre à cette interrogation sur Gonçalo Ramos? Oui, vas-y Blaise. Moi, ça va être relativement court de toute manière. Je pense que avant la blessure, Ramos avait beaucoup de choses à faire pour être un titulaire dans cette équipe. Après la blessure, je pense qu'il en a encore plus. Voilà, je suis assez d'accord. Je pense que Mathieu a répondu tout à l'heure quand il a dit il aurait été sorti à la mi-temps exactement pareil que Colomoni après avoir touché 15 ballons. Voilà. Faut pas attendre trop de Gonçalo Ramos, surtout qu'il reviendra de 3 mois de blessure. Mais c'est vrai que sur certains types de matchs, il fera peut-être pas de mal. Voilà. Allez, à bientôt. Donc je vous dis pas forcément lundi prochain parce que j'ai pas trop d'idées de thèmes de podcast, que j'ai pas mal de mal à trouver des intervenants que je veux trouver en ce moment, donc on verra. Mais en tout cas, bonne trêve à tous. Dans le pire des cas, on se retrouve dans 15 jours. On sera au surlendemain de Strasbourg PSG et à l'avant-veille, même à la veille de PSG PSV. Donc on aura de quoi dire. Oui Mathieu? Non, du tout, rien. Ah, d'accord, je croyais que tu voulais rajouter quelque chose. Je me préparais à dire vive l'open source. Bah écoute, tu as raison. Vive l'open source. À très vite. Ah non, juste un truc. On nous dit podcast de réaction au documentaire Movistar Plus de Lucien Riquet. Si quelqu'un veut nous fournir le documentaire, on sera ravi de vous faire un débrief, de vous en parler, tout ça. Mais pour l'instant, on ne l'a pas vu. Et je comptais pas filer 10 balles à la Movistar pour 3 vidéos d'une heure, je vous le dis tout de suite. Ouais, parce que ça fait des années que je les vois faire n'importe quoi dans le cyclisme. Alors c'est sûrement pas pour la DAZN au philo par hasard? Je suis abonné à la DAZN, oui. Et alors? Et alors, monsieur? Moi, je veux que Vincent Labrune il puisse continuer à aller au resto avec ses potes. Voilà. Parce que je regrette, mais la Ligue des Talents me régale bien plus que la Movistar à chaque course cycliste. Donc, je suis effectivement abonné à DAZN. Je ne fais pas partie de la fan zone, je confesse. Je m'en passe très bien. Mais en tout cas, la Ligue des Talents peut compter sur mon soutien jusqu'au bout. Abonnez Beansport également pour le 9e match qui tombe une fois toutes les 10 journées. Et Canal Plus évidemment, parce que quoi de mieux qu'un bon pigeon pour bien roucouler. Bref,
À bientôt. Je vous embrasse. Et donc, dans 15 jours probablement, ou la semaine, je sais même pas. Bref, allez, bisous. Bonne nuit tout le monde. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, bonne nuit. Et vive l'open source, comme Mathieu l'a déjà dit.